bouge, l'Afrique change. Une génération a choisi de ne pas attendre sa chance, mais de la créer. Bienvenue sur Génération Impact, l'émission qui décortique le succès pour booster votre potentiel. Vous l'aurez compris, notre émission, c'est de vous prouver qu'à chaque diffusion, vous avez à agir pour, bien sûr, guérir de la résignation. Pour illustrer ce propos, nous sommes allés à la rencontre d'un homme qui a choisi de refuser une carrière militaire pour entreprendre et de vivre tranquille en plein Covid-19. Alors que les finances chutent, il décide d'investir dans l'achat d'une institution scolaire pour y apprendre l'entrepreneuriat, le business et l'autonomisation. Vous l'aurez compris, notre invité, c'est Erika Lindo. Et Erika Lindo, avec Génération Impact, ça donne ceci. Monsieur Lindo, merci de nous accueillir ici même au sein de Petit Génie Plus. Ouais. Alors, nous allons vérifier 2 ou 3 informations avec vous. Allons-y. Vous êtes bien à l'état civil, monsieur Erika Lindo. Vous venez au monde en 1975. Yes. Il faut dire que c'est l'une des plus belles années du Cameroun. La plus belle année. Si dans le Mungo, on a un entrepreneur qui naît, à Yaoundé, en cette même période, on parle de Premier ministre pour la première fois. Yes, vas-y. Et vous avez choisi, vous naissez dans une famille où règne cette autorité de ce papa colonel, reconnu pour sa construction à l'État camerounais. Quel était le rôle de votre maman? C'était une année un peu de transition. J'arrivais, j'ai commencé avec maman, 4 années avec maman et la 5e année, papa est venu me chercher. J'ai donc grandi avec ma seconde maman qui était la nouvelle femme de papa. Il est vrai, il faut aussi préciser que 20 ans après, maman est revenue dans le foyer. Bon, mais comme ce n'est pas la question, c'était quand même important que je signale cela. Et quel rôle cela a joué dans la construction de la personne que vous êtes aujourd'hui? Bon, qu'est-ce que ça a joué? Bon, déjà, quand vous grandissez dans un foyer où ce n'est pas votre maman qui est là, vous voyez vos frères consanguins qui bénéficient un peu plus d'amour. Vous avez toujours le sentiment que si maman était là, vous auriez peut-être eu un peu plus d'amour. Donc du coup, de manière naturelle, ça forge en vous un état de guerrier, un état de quelqu'un qui est obligé de se défendre pour pouvoir s'affirmer. On est en 1999. Ouais. Vous vous êtes présenté au concours de CIR, l'école militaire en France. De Saint-Cyr. Le Saint-Cyr. Ouais. Et vous allez réussir le concours sous réserve du bac, d'après ce que j'ai comme information. Ouais. Pourquoi vous dites non? Nous avons concouru, on a pris 19 personnes, de plus de 10 000 candidats. Je faisais partie des 19 personnes retenues. Sauf que lorsqu'on envoie le message porté pour qu'on nous envoie en France pour la formation, je décline l'offre. Je décline pour la simple raison que certes, j'avais composé, certes, j'avais eu le concours, mais ce n'était pas mon initiative personnelle. Ce n'est pas moi qui avais voulu faire ce concours. C'est parce que papa nous avait orientés. Et malheureusement, on a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont positionnés dans la vie, pas parce qu'ils ont aimé, mais parce que les parents ont voulu. Malheureusement, on a plusieurs personnes aujourd'hui qui sont dans un profil de carrière choisi par leurs parents. Mais moi, dès l'âge de 17 ans, je me suis refusé cela. J'ai dit, papa a certes choisi, j'ai certes eu le concours, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas fait pour travailler, pour avoir un salaire à la fin du mois. Ça ne m'intéresse pas. J'ai dit à papa, je ne pars pas à Saint-Cyr. Moi, ce que j'aime, c'est l'entrepreneuriat. Je veux être entrepreneur. Ma famille, à l'instant, m'a mis totalement en quarantaine. Je n'étais plus compté parmi les enfants Lindo parce que pour eux, c'était une humiliation. Mais sur quoi vous basez-vous? Est-ce qu'en ce moment-là, vous avez reçu un héritage? Vous décidez carrément de dire non, déjà, je ne veux pas prendre le côté parental. Je veux dire, vous dites non à un colonel au gradé. Vous osez lui dire non. Vous basez sur quoi? Oui, sur quelle base? En fait, je suis de ceux qui croient que rien n'est impossible à un homme qui croit en lui. Rien n'est impossible à un homme qui croit en lui. Même si à l'âge de 17 ans, je n'avais que 17 ans, j'étais persuadé qu'un homme déterminé et qui croit en lui est inarrêtable. Donc je ne savais pas à quoi devait ressembler ma vie, je ne savais pas. Mais j'étais certain qu'en refusant cette offre, parce que je ne ressentais pas du fin fond de moi, et que je ressentais à l'intérieur de moi que je devrais commencer par l'entrepreneuriat, je savais que quelle que soit la durée de la nuit, un jour devrait arriver où la lumière devrait apparaître. C'est pour ça que je n'ai pas hésité.
de commencer à coiffer les gens, je n'ai pas hésité de faire le moto-taxi, je n'ai pas hésité de laver les voitures. Même lorsque je faisais ces petits boulots, j'étais convaincu que ce n'était pas ma destination. Je savais que c'était un tremplin. Parce que je sais également qu'en matière de vie entrepreneuriale, les opportunités gravitent autour des personnes qui sont actives et occupées. Donc même quand je lavais les voitures, je savais que ce n'est pas ma destination, mais je savais que j'allais saisir une opportunité en lavant la voiture. Même lorsque j'étais moto-taximan, je savais que ce n'était pas ma destination. Tôt ou tard, une opportunité devrait pouvoir arriver. Dans quelle ville vous avez exercé votre tout premier métier? On est à Yaoundé, on est à Douala, on est à... Ngaoundéré, moto-taxi, Ngaoundéré. Ngaoundéré. Ouais. Les quartiers? Quartier Baladi, Baladi 2. Mon papa était commandant de légion là-bas. Okay. Et à la même époque, j'étais animateur en boîte de nuit. J'animais au Maraba. Okay. J'animais au Maraba qui, je crois, existe jusqu'à présent. Ceux qui sont en Ngaoundéré, qui me voient, savent très bien. J'étais animateur au Maraba, donc j'ai fait le moto-taxi en Ngaoundéré. Oui. On est dans les années 96. Oui. Donc, ce n'est pas juste le storytelling. J'ai des photos, je vais partager ces photos avec vous. Vous aurez les photos. Mais c'est magique, mais on voudrait comprendre. Ouais. Vous arrivez à Yaoundé à quelle période? Je quitte de Ngaoundéré parce que papa était commandant de légion de la gendarmerie de Ngaoundéré dans les années 96-17. C'est à ce moment que je suis en Ngaoundéré. Dans les années 98-99, c'est là où je viens à Yaoundé. Parce que papa également est affecté sur Yaoundé. Ah, d'accord. Oui, il est affecté sur Yaoundé et je suis toujours avec lui. Donc, je viens sur Yaoundé. Et c'est lorsque j'arrive ici à Yaoundé, ayant fait moto-taxi en Ngaoundéré, comme j'ai dit, je reviens retrouver papa ici. Mais on m'a logé derrière la maison. C'est-à-dire que papa n'avait plus trop un intérêt, sachant que, bon, Erika, il a choisi son chemin et puis. Donc, quand j'arrive ici, par contre, mon voyage entrepreneurial commence lorsque un aîné m'appelle. Il me dit, Erika, j'ai appris ce par quoi tu es en train de passer. J'ai une boîte qui forme en informatique. Viens, je vais te former en informatique pour que tu travailles également dans ma boîte. On est dans les années 1998 à Monté-en-Rouge. Sa boîte s'appelait ICA. Je parle de M. Chocoté. Monsieur Chocoté, oui. Et c'est comme ça donc qu'il me prend, il me forme et je commence donc à former en informatique. C'est là où commence véritablement mon chemin d'autonomisation. Parce qu'après avoir travaillé avec lui pour 2 ou 3 ans, il savait que quelque chose se passe dans sa structure. Il se rend compte que je reçois beaucoup de visites. Et je reçois, quand le téléphone sonne en entreprise, sur 4 coups de fil, 2 c'est pour Erika. Et il se rend compte que c'est pas comme si c'est des appels liés à l'entreprise. C'est Erika. Il ne voit pas le chiffre d'affaires de l'entreprise tourner. Il reçoit beaucoup de visites. Erika. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, Erika, tu sais quoi, je vais te donner un conseil. Je souhaite qu'on arrête de travailler ensemble. Et le conseil que je te donne, évite de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce qu'à cette allure, tu ne peux jamais travailler pour quelqu'un et t'en sortir. Moi, c'était un coup de massue pour moi. Parce qu'à l'époque, je travaillais pour lui. Et on est dans les années 99, comme j'ai dit. Oui, 99. Et je touchais à l'époque 25 000 francs. Mais quand il m'a dit cela, il m'a dit qu'il arrête de travailler avec moi. C'était comme un coup de massue sur ma tête. Parce qu'en dépit du fait que je ne touchais que 25 000, pour moi, c'était quand même comme une petite sécurité. Et là, on venait de me laisser tomber encore comme ça. Et j'ai quitté donc chez lui pour aller trouver, pour me mettre comme bénévole dans une librairie. Une librairie chrétienne en face de Polytechnique qui s'appelait Ovacomas Christian Bookshop. Je suis allé proposer mes services là-bas comme bénévole. J'arrivais là-bas et j'aidais le monsieur à vendre de manière bénévole. Quand il a vu pendant 2-3 mois, pendant que j'étais là, parce que quand je travaillais chez lui, je lui ai dit que je suis un bon dessinateur. Il pouvait acheter du papier, je faisais des tableaux artistiques, je mettais avec des vitres et tout, je lui donnais, il vendait. Il s'est fait beaucoup d'argent. Jusqu'au point où il a dit, mais Erika, depuis que tu es entré dans ma boîte, je me rends compte que mon chiffre d'affaires a doublé. À partir d'aujourd'hui, je vais te donner un salaire. Et là, il me donnait 12 000 francs de salaire par mois. 12 000. Donc, j'ai travaillé pour lui de manière bénévole pendant presque 4 à 5 mois, bénévolement, jusqu'au jour où il a vu que mon impact apportait une plus-value dans sa librairie. Il a décidé de me donner un salaire. Le premier salaire, après que j'ai quitté ICA, c'était celui-là, 12 000 francs, jusqu'à de fil en aiguille. J'ai commencé à valoriser donc ma formation en informatique que j'avais eue en faisant des formations en infographie disparates aux gens. De fil en aiguille, j'ai pu ouvrir une librairie. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, je travaillais dans cette librairie. Et pendant que je travaillais dans cette librairie, ce qui se passe, c'est que pour capitaliser, pour maximiser un peu mes revenus, les week-ends, je prenais des livres dans cette librairie, j'allais colporter et vendre. En fait, je faisais le colportage. C'est comme ça que pendant les week-ends, je retirais les livres, j'allais vendre samedi et dimanche à l'extérieur. Lundi, je faisais le point, ils me donnaient mes commissions.
Et je prenais ces commissions pour aller acheter mes propres livres que je gardais à la maison. Parce que travaillant sous lui de manière bénévole, il me commissionnait. Va acheter les livres par là, va. Donc, vous avez travaillé aussi le réseau? Oui, j'ai travaillé le réseau, j'ai vu dans le réseau. Ça fait qu'avec mes 12 500 et mes commissions des livres vendus le week-end, j'achetais aussi des livres pour mon compte. Et quand je sortais pour le colportage, je ne prenais dans la librairie que les livres dont je n'avais pas dans mon stock. Okay. Et les livres qui étaient dans mon stock, je ressortais avec. Okay. Ainsi, à un moment, je me suis rendu compte que ma chambre était remplie de livres. Et j'ai dit, qu'est-ce que je fais? La prochaine activité qu'il fallait mettre sur pied, donc c'était d'ouvrir une librairie. C'est pour ça que ma première activité génératrice de revenus dans les années 2000, c'était la librairie TLB, située à Acacia. Jusqu'à présent, quand je passe, je regarde cette petite librairie. C'est là où j'ai commencé en fait à écrire les lettres de noblesse en entrepreneuriat. On revient sur votre parcours entrepreneurial. Après ceci, eh bien, nous sommes allés demander au Camerounais lambda qu'est-ce qu'il pensait de l'éducation entrepreneuriale. Et voici ce qu'il nous a répondu. Nous vous proposons de regarder ceci. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est de se lancer. C'est de créer. C'est pas juste avoir une idée, non. Mais c'est de passer à l'action, de prendre des risques. En gros, l'entrepreneuriat, c'est ne plus attendre qu'on te trouve du travail, ne plus attendre qu'on te donne du travail, mais de construire ton propre projet. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Tant que tu as la volonté, tu peux le faire en fait, peu importe l'âge, peu importe, je sais pas, ça n'a pas de catégorie ou quoi que ce soit. Une fois que tu as l'idée, c'est déjà ça, avoir une idée, tu te lances tranquillement. Entreprendre pour moi, c'est se lancer, c'est créer quelque chose de nouveau, tout en prenant des gros risques. Oui, tout en sachant que ça peut prendre comme ça peut pas prendre. Donc, pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Et pour savoir s'il y a l'âge pour entreprendre, je dirais non. Je pense qu'il n'y a pas l'âge pour entreprendre. Pour moi, entreprendre, c'est 4 choses. Avoir l'idée d'abord. Une fois que vous avez l'idée, avoir l'envie. Après ça, avoir la disponibilité, surtout. Avoir la disponibilité. Et enfin, le gros souci même de ça, c'est avoir un peu de sous. Donc, un peu d'argent à risquer. Entreprendre, c'est de créer une activité en fonction d'un besoin ponctuel, d'un besoin qui réside dans son environnement social et même sociétal. Et par ricochet, en créant cette entreprise, en résolvant ce problème social, on a naturellement son gain et qui peut nous permettre de nous en sortir dans la société. C'était leur avis. Pour revenir à votre voyage entrepreneurial, yes. On est la librairie, elle ouvre finalement. Vous arrêtez de travailler avec votre deuxième patron, on va le dire ainsi. Tout à fait. Et la librairie commence. Ouais. Vous changez de vie, plus de salaire. Cette fois-ci, vous vous payez peut-être des employés? Oui, absolument. Je me paye, oui, et puis je recrute également 2 employés. Mais pour la petite histoire, Marlène, c'est une boutique située au marché Acacia qui n'avait pas de toilette. Okay. Et ça me servait de maison également. C'est là où je vivais. Pour de vrai? Pour de vrai. C'était un 8 mètres carrés et où j'avais mis une mezzanine. Donc dans la nuit, le magasin qui était en haut me servait d'office de chambre. Et lorsqu'il fallait faire mes besoins, je suis désolé de le dire, j'étais obligé de le faire dans des plastiques. Et ce sont des bouteilles d'eau qui me servaient d'urinoir. Et je sortais très tôt le matin, chaque jour à 4 h du matin, puisque c'est situé en plein marché Acacia. Et les bars Salam arrivent à 5h30. Donc je devais me lever tous les jours à 4 h pour aller vider et mes besoins et mon urinoir, aller déverser ça dans la poubelle avant que les bars Salam n'arrivent. Donc, et à ce moment, je devais donc me brosser les dents rapidement et me nettoyer avec le gant de toilette pour qu'à 6 h, 7 h, j'ouvre la boutique et que mes collaborateurs que je payais par mois venaient prendre la relève. C'est sûr ça. 2000. Nous sommes en 2000. Nous sommes en 2000. Puisque c'est 2 années avant que je ne me marie. Je me suis marié en 2002. Ouais. En 2000. Je te parle des années 2000. C'est là ce qui est en train de se passer. Et c'est dans cet endroit que j'ai donc continué avec l'activité de librairie.
Et comme j'étais formé en informatique, j'ai commencé à offrir, je vous ai dit que j'étais tantôt un bon dessinateur, j'ai commencé à offrir des formations en informatique, en infographie, parce que mon côté dessinateur m'a poussé à apprendre l'infographie et j'offrais donc des services de formation en infographie. Et pendant que je le faisais, j'ai constaté qu'il y a une clientèle qui venait me solliciter pour des montages d'imprimerie, comme j'étais infographe. À force de fournir ces services, je me suis rendu compte que je ne faisais que faire des montages pour des gens qui allaient tirer dans des imprimeries. Certains ont commencé à me solliciter. Ah, si tu finis le montage, est-ce que tu ne peux pas imprimer? J'ai vu que c'était une très grosse niche entrepreneuriale. Donc, j'ai commencé à dire, OK, je vais vendre maintenant les services d'imprimerie. Donc, lorsque je faisais le montage infographique, j'ai contacté 2 et 3 imprimeurs avec lesquels je travaillais. J'essayais de voir qui offrait les meilleurs prix et je me jouais les intermédiaires. Donc, j'ai commencé à offrir les services d'imprimerie à mes clients. Après infographie, formation en infographie, j'ai commencé à offrir les services d'imprimerie jusqu'à me rendre donc compte que l'imprimerie était également une niche. C'est ce qui m'introduit dans le couloir imprimerie au point où aujourd'hui, je vous dis, on va arriver dans ma salle de machines à Etoile-Meki, vous allez voir la grande imprimerie que j'ai aujourd'hui. Mais ça a commencé par l'intermédiation que je faisais en tant qu'infographe. Ok. On entend parler d'une structure World qui vous a pratiqué. School of Wealth Creation. La School of Wealth Creation. Non, mais avant, on a Cité Verte. Oui. Etoile-Meki. Ouais. À Douala, on a Bonadjo. Oui. Si je ne me trompe pas, le rez-de-chaussée de Bonadjo, de la Cité Abac. Ouais. C'est quoi l'histoire derrière? C'est la School of Wealth Creation. School of Wealth Creation veut simplement dire école de création de richesse. Donc, lorsque j'ai évolué avec ma carrière entrepreneuriale, là on est après, lorsque je suis à Acacia, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème fondamental au niveau de notre système éducatif. Je me suis rendu compte qu'on a moins d'entrepreneurs parce que je me lance dans l'entrepreneuriat et je commence à emprunter le chemin de la promotion de l'entrepreneuriat. Lorsque je commence, on peut le dire ainsi, à sortir un peu la tête de l'eau. Dans quelle année? Nous sommes dans les années 2004. 2004. Sortir la tête de l'eau, c'est peut-être trop dit, mais c'est dit que j'avais déjà trouvé mon filon. Et je me suis dit... On est plus dans 12 000 francs. Non, on n'est plus dans 12 000. Je suis déjà un entrepreneur. J'ai déjà ma structure. J'ai déjà ma librairie. Et puis, on a une organisation américaine qui vient former au Cameroun des entrepreneurs. C'est le Nehemiah Project, projet Néhémie, qui vient former les entrepreneurs. Je suis la formation. Ensuite, je suis repéré par le monsieur Patrice Saguet, le fils de la feu Françoise Foning, paix à son âme. C'est lui le promoteur de cette ONG. Après ma formation, il m'appelle, il me dit, tu as trop de potentiel. Je souhaite qu'après cette formation, que tu fasses la formation des formateurs. C'est ainsi qu'il me forme comme formateur et quand il rentre aux États-Unis, je deviens le responsable régional, centre-sud du Nehemiah Project. Je commence donc à former les gens en entrepreneuriat avec le projet Néhémie. Donc, je suis un formateur. Donc, on commence donc à former les gens en entrepreneuriat et c'est après cette période que j'ai acquis beaucoup d'expérience dans la formation entrepreneuriale. Je m'en vais également au BIT, suivre une formation pour renforcer mes capacités en tant que formateur de formateurs pour le programme TRI, Crée et J'aime. C'est-à-dire que je trouvais une idée d'entreprise, gérer mieux son entreprise. J'ai été certifié également par le BIT comme un formateur en entrepreneuriat. C'est après ça donc qu'il me vient à l'idée qu'il est important, si nous voulons que l'Afrique puisse trouver, si on veut que l'Afrique puisse émerger sur le plan socio-économique, il faudrait qu'on formate les esprits, qu'on amène les gens à désapprendre ce qu'ils ont appris. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, le problème de l'Afrique sur le plan entrepreneurial, c'est qu'on n'a pas été préparé à l'entrepreneuriat. Nous avons hérité un système éducatif qui nous fait fréquenter, obtenir les diplômes, chercher un emploi rémunéré. Or, dans tous les pays du monde, il y a ça. L'État est l'employeur le plus grand en termes de pouvoir, des opportunités d'emploi. Mais toutes les nations aujourd'hui sont saturées. Et à chaque année, on a des diplômés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'est donc venu à l'idée de former les gens en entrepreneuriat.
former absolument en entrepreneuriat pour que les paradigmes puissent changer, que les gens comprennent qu'on ne pourra pas, l'État, aucun État, peu importe sa volonté, ne peut trouver de l'emploi à tous ses citoyens. L'issue, par essence, c'est d'amener les uns et les autres à être des créateurs de richesse. Parce que si je crée de la richesse, ça me donne l'opportunité d'employer des gens. C'est comme ça que je me lance donc dans la formation entrepreneuriale, appuyée avec le projet NEMI, qui à un moment, après peut-être 3 ou 4 ans, le projet NEMI a arrêté au Cameroun, j'ai donc mis sur pied l'école de création de richesse, la School of Wealth Creation, en tant que le fondateur. Les succursales Douala, Yaoundé, Kribi, EDA aussi. Donc là maintenant, l'école s'agrandit, vous avez besoin de plus d'entrepreneurs. Oui, disons que ici on parle de l'école de création de richesse. Oh, l'école de création de richesse. L'école de création des richesses qui n'a rien à voir avec les petits génies. Là, c'est une école spécialisée en formation entrepreneuriale des adultes, des salariés du secteur public, privé, des chômeurs, des débrouillards, des étudiants et des fonctionnaires. Ça forme les adultes en matière entrepreneuriale. L'école School of Wealth Creation, ça fonctionne uniquement les week-ends et des formations à la carte. Le samedi, de 8h à 12h, de 14h à 18h, 2 sessions. Vous entrez dans le cercle de la pauvreté dès que votre vie ne dépend que d'un salaire. Pourquoi? Parce que plus le monde est en pleine mutation et le monde change. Avec l'inflation, vous vous rendez compte que nos besoins sont toujours illimités pendant que nos ressources sont totalement limitées. Donc, si vous ne limitez votre vie qu'à une source de revenus qui est le salaire, vous allez vous rendre compte que peu importe le salaire qu'on vous donnera, ça ne pourra jamais répondre et satisfaire à vos besoins. C'est pour ça que je me suis donc jeté sur le terrain de la formation entrepreneuriale pour amener les uns et les autres à penser en termes entrepreneurial, en termes de création de richesse et se dire, si je n'arrive pas à être recruté par la fonction publique, comment je peux me mettre à mon propre compte et être une plus-value pour la nation? Et me poser la question à savoir que je ne cherche pas simplement à savoir qu'est-ce que le Cameroun fait pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Cameroun. Créer de la richesse, créer des entreprises, ou alors que je puisse comprendre que même si je suis salarié, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, vivre uniquement sur la base de mon salaire ne peut pas me permettre de vivre l'indépendance financière. Je dois comprendre que mon salaire doit être une ressource qui me permet de pouvoir entreprendre. Donc c'est pour ça qu'on forme donc les salariés à comprendre que la retraite se prépare à partir du premier jour où vous êtes en train de travailler. Quels sont les mécanismes de création de richesse que pendant que vous êtes salarié, vous devez pouvoir mettre sur pied pour que plus tard, vous puissiez switch d'un travail salarié pour de l'entrepreneuriat. C'est donc ça que l'école de création de richesse fait. Ça forme les gens à l'entrepreneuriat. Et à la fin du niveau 1, nous donnons des microfinancements non remboursables à tous les étudiants pour qu'ils aillent tester la mise sur pied. En ce moment, nous sommes, je veux dire certainement, entre 2002... Non, on est déjà en 2004, oui, de 2004 à 2010-12 même. Oui. Ouais. Mais au début, quand vous commencez, le mot entreprendre n'est pas vraiment le mot utilisé. Quand ils vous posent la question, c'est quoi entreprendre en ce moment-là? Qu'est-ce que vous leur répondez? Disons que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat ou entreprendre ou un entrepreneur, il y a plusieurs définitions. Entreprendre, si on divise ce mot en deux, ça nous donne 2 verbes, entrer et prendre. Entreprendre veut dire entrer dans un secteur et prendre possession. C'est ça ce que ça veut dire. Entreprendre, c'est quoi? Entreprendre, c'est résoudre un problème. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'identifier un besoin autour de soi et de développer un produit ou un service pour répondre à ce besoin et ainsi résorber le chômage par la création la création des richesses. Un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui échoue tous les jours et qui réussit de temps en temps. Ça, c'est l'une des meilleures définitions que j'aime beaucoup. Un entrepreneur, c'est un individu qui échoue constamment, mais qui réussit de temps en temps. Sauf que quand un entrepreneur réussit une fois, la réussite, là, comble les 20 échecs passés. Mais en entrepreneuriat, la définition d'un entrepreneur numéro 1, c'est quelqu'un qui échoue constamment. C'est-à-dire que l'une des choses qui identifie un entrepreneur, c'est qu'il est constamment en train d'échouer et il réussit de temps en temps. En fait, voilà quelques définitions que je peux donner à l'entrepreneuriat. C'est très intéressant. Alors là, on quitte de cette école de formation pour les adultes en entrepreneuriat. Et quelques années après, je ne sais pas à quel moment vous allez nous situer, on parle du GIEC,
de GEC, de l'entrepreneuriat éthique. Au Cameroun, camerounaise, parce qu'il y a un C après. C. Voilà. Donc, là, il y a 2 dénominations en une seule année pour un même événement. Non, une dénomination. En fait, ça s'appelait avant Journée de l'entrepreneuriat chrétien, lorsque je commence en 2009. Parce qu'après avoir formé les entrepreneurs de 2002 jusqu'en 2008-2009, il me vient à l'idée de regrouper les entrepreneurs de temps en temps au sein d'une certaine plateforme pour qu'on puisse... Parce que l'entrepreneuriat est loin d'être un fleuve tranquille, hein, et surtout dans le contexte camerounais. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire aux gens qui m'approchent, Monsieur Lindou, on veut être entrepreneur. Je dis la première des choses que vous devez faire au Cameroun, allez d'abord consulter un médecin et un cardiologue. Il essaye de voir si votre cœur peut supporter les défis qu'on a au Cameroun. Parce que même si l'entrepreneuriat est déjà un univers assez compliqué, au Cameroun, il est beaucoup plus compliqué. Parce que, comme vous le savez, vous et moi, être même déjà Camerounais est un métier. Je dis, aider déjà un métier. Donc, entreprendre au Cameroun, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je me suis dit, il fallait qu'on mette une plateforme sur pied où les entrepreneurs vont pouvoir s'édifier et en partageant certaines valeurs. Parce que je suis quand même pour l'entrepreneuriat éthique. Je ne suis pas pour l'argent à tous les prix et à tous les prix. Non. Je ne suis pas, puisque, en dépit de tout, en dépit de tout, lorsque vous quittez cette terre, vous n'emportez absolument rien. Je suis de ceux qui pensent que lorsqu'on entreprend, lorsqu'on crée de la richesse, c'est beaucoup plus pour laisser de l'impact générationnel. C'est pour ça que moi, de manière particulière, j'ai souvent l'habitude de dire que je ne vis pas, Monsieur Lindou ne vit pas pour que sa présence se remarque. Monsieur Lindou vit pour que son absence se ressente. Ça veut dire que je suis un entrepreneur qui pense impact. Je ne suis pas un entrepreneur qui pense amasser les biens ou les richesses. Parce que quand vous quittez cette terre, personne ne se souviendra jamais de vous, des gros immeubles que vous avez construits, des grosses voitures avec lesquelles vous avez roulé. Personne ne se souviendra jamais de ça, de vous. Mais personne ne vous oubliera de ce qu'au travers de vous, il est devenu. Donc, je suis un entrepreneur d'impact. Donc, en mettant la plateforme des GEC sur pied en 2009, c'était question d'amener sur une même plateforme les pouvoirs publics, les initiatives privées, les jeunes, les chercheurs d'emploi, ceux qui voudraient émerger dans le domaine entrepreneurial pour qu'ensemble, autour d'une plateforme, on puisse brainstorm et édifier les uns et les autres et que quand les gens ressortent de là, qu'ils comprennent qu'on doit intégrer dorénavant la culture entrepreneuriale parce que nous ne sommes pas nés étant prédisposés à ça. Il n'y a rien d'autre qu'un indicateur d'un État corrompu. Lorsque c'est un fonctionnaire qui devient la référence ou bien le repère de la jeunesse, non. Pourquoi? Parce qu'être fonctionnaire, comme le nom le dit, les fonctionnaires, en fait, excusez-moi, fonctionnaire veut dire des personnes qui fonctionnent toujours sous les nerfs. Fonctionnaires. Ça montre clairement qu'ils ne sont pas à l'abri ils ne vivent pas l'indépendance financière en tant que telle. Donc, du coup, c'est du sacerdoce qu'ils doivent faire. Ils sont là pour servir la nation. Il fallait donc renverser la tendance par cette plateforme pour donner un autre son de cloche, amener les gens à désactiver ce qu'ils ont appris, que le fonctionnaire est la référence et le modèle est le gage de succès social. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, des gens peuvent vendre leur maison, les gens peuvent vendre leur terrain, pour aller monnayer, pour avoir le concours de l'ENAM, le concours de la police, le concours de... les gens vont vendre leur terrain à 10, 15, 20 millions, aller monnayer pour avoir le concours de la police, pour être gardien de la paix et toucher 75 ou 80 000 francs le mois. Ne serait-ce que pour récupérer les 10 millions ou 15 millions là, ça prendra combien de temps? Tout ceci pourquoi? Parce que quelque part, il y a des paradigmes qu'il faut détruire. Il faut amener les gens à comprendre et cela devait passer donc par l'éducation, la formation en entrepreneurial. C'est pour ça que j'ai eu à mettre cette plateforme, les GEC, en 2009. La première édition s'est tenue en 2009. Et chemin faisant, jusqu'à 7 à 8 éditions après, cela a muté. C'est quitté de GEC, J-E-C, Journée de l'entrepreneuriat chrétien, à Journée de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun, J-E-E-C, ça restait toujours GEC. Nous venons d'ailleurs de boucler une caravane entrepreneuriale qui a commencé à Yaoundé. On a tenu à Yaoundé. Après Yaoundé, nous sommes allés à Douala. Après Douala, nous sommes allés à Bafoussam. Et il y a une semaine, nous avons tenu la plateforme des GEC à Maroua. Donc c'est devenu une caravane où nous sillonnons les villes
du Cameroun, toutes les régions pour promouvoir l'entrepreneuriat. Okay. Et la finale, généralement, va se tenir à Yaoundé, que nous prévoyons d'ailleurs pour le mois de décembre, où tout le monde, tous ceux dans toutes les régions viendront à Yaoundé pour qu'on puisse faire l'événement clôture des GIEC pour l'année 2026. Alors, nous sommes allés à la rencontre de l'un de vos amis, Monsieur Damien Onana. Ouais. Nous lui avons posé quelques questions à votre sujet parce qu'il fallait comprendre le personnage. Ouais. Et aussi, pour nous, c'était vraiment une marque d'authenticité. Ouais. Donc, lui, il nous a fait savoir ceci. OK. Regardez la tablette. On va compter jusqu'à 10, ça vous donne Monsieur Lindo, j'ai découvert en lui qu'il était pasteur. Qu'il est pasteur en dehors d'être un entrepreneur. Je l'ai connu, je pense qu'il avait une agence, mais il faisait encore les prestations de services, ça veut dire qu'il gagnait les marchés. Et parmi ces marchés, il venait nous donner l'affichage. C'est quelqu'un d'honnête, parce que quand il te dit que j'ai 8 ans, voici ce qu'il peut te donner. Si tu vas vérifier par derrière, tu vas comprendre qu'il te dit la vérité. Donc, lui et moi, on travaille depuis des années. Et c'est quelqu'un de très loyal. Parce que j'ai eu, je peux vous raconter une anecdote que j'ai connue avec lui à une autre époque, que j'étais déjà directeur de la division du suivi de la régie publicité, toujours à Nationalcom, toujours la régie où j'étais avant. Et mon directeur que j'avais à cette époque savait que j'ai gagné beaucoup derrière M. Lindou. Il est parti par derrière voir M. Lindou, que désormais c'est lui le DG. Quand il y a un travail, il doit passer par lui. Ça m'avait beaucoup gêné. Je ne savais pas aussi que ça a beaucoup gêné M. Lindou, M. Erika Lindou. Il m'a dit, mon frère, reste tranquille. Je sais que tu vas reprendre tes choses en main. Et ils n'ont pas fait un an d'amitié. Il est revenu vers moi, il m'a dit que je t'avais dit non. En 2002, je ne lui avais pas dit que j'ai déjà ma propre régie. Et je ne lui ai même pas dit que j'ai déjà l'agence conseil. Il m'a appelé, il était surpris, il m'a félicité, il m'a dit, franchement, tu es un brave garçon, je t'avais dit que tu iras très loin. Félicitations. Et je faisais comme si je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je lui disais qu'il y a quoi, Pasto, puisqu'il l'appelle Pasto. Et lui m'appelle DG. Il lui dit, Pasto, il y a quoi? Il me dit, je suis au courant de tout, que tu as créé ta propre régie et tu as même le contrat dans la ville de Yaoundé et tu as une agence conseil et tu as même une imprimerie. Je lui ai dit, Pasto, la personne qui t'a fait le rapport t'a fait un bon rapport. Donc, on est toujours ensemble, il m'appelle, les petits trucs, me dit, Damien, est-ce que tu peux me faire, et tout de suite. Il dit de vous que vous êtes quelqu'un de très loyal. C'est 16 ans d'amitié, si je ne me trompe. Ouais. Il faut préciser que ces 16 ans d'amitié, c'est pas comme si on se côtoie au quotidien, quoi. C'est là où vous comprenez que le cœur parle au cœur. C'est-à-dire que loin de corps, mais proche de cœur. Quand une relation est authentique, même si vous ne vous voyez pas tous les jours, ça reste quand même. Donc, je comprends ce qu'il peut dire de moi. Alors là, le GIEC se transforme désormais, c'est une caravane. Ouais. Et il va se passer quelque chose. La dernière édition du GIEC grand public, on est en 2019. 2021. 2021, la dernière édition. Ouais. Bien avant cela, on est en plein Covid-19. Ouais. 2020. Ouais. Au mois de mars de l'année 2020, on fait savoir au peuple camerounais qu'ils vont être confinés. Ouais. On ne sait pas quand est-ce qu'on va lever ce confinement. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'argent. Ouais. Si vous avez l'argent, c'est mieux de ramener vos capitaux vers vous. Ouais. Mais vous décidez de faire quelque chose de vraiment, je veux dire ça un peu fou, de racheter une institution scolaire quand on sait qu'on n'est pas sûr que les enfants iront à l'école. Ouais. Pourquoi le choix de ce business en particulier et pas un autre? Vous aurez pu, je ne sais pas, construire des maisons, vous mettre dans autre chose, mais là, vous choisissez l'éducation. Ouais. Pourquoi? Bon, il faut comprendre, Marlène, que je suis déjà dans l'éducation. Oui.
avec l'école de création de richesse, où je forme au quotidien les entrepreneurs. Je coach et encadre les entrepreneurs au quotidien. Mais je me rends, bon là c'est l'andragogie parce que c'est enseigner les adultes. Mais je me rends compte que le mal pour ce qui concerne les questions entrepreneuriales est très profond parce que les gens sont tellement omnibulés par le fait que le matricule ou un travail salarié est le gage d'une sécurité sociale. Donc, quels que soient les efforts que vous faites à éduquer les gens à comprendre que la voie de la liberté financière passe par l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Je comprends que le mal est profond. Et je me dis, s'il faut sauver l'Afrique, en commençant par le Cameroun, il serait bien que la question entrepreneuriale rentre dans le cursus éducatif et que cela commence dès la base, à savoir à la maternelle. C'est comme ça que dès que je me suis résolu ainsi, j'ai pris donc la décision de continuer. Je ne rentre pas dans l'éducation, je suis déjà dans l'éducation. Je forme déjà en entrepreneuriat. Je suis invité à gauche, à droite dans les lycées, dans les universités pour parler des questions entrepreneuriales. Mais je me dis, il faudrait que je mette dans mon modèle tel que je le pense dans la tête, je dois le mettre sur pied. Et c'est là où l'opportunité d'une école qui était mise en vente se pose. On est, comme tu le dis, en plein Covid. Tout le monde, on a même arrêté les questions de distanciation sociale a fait que le gouvernement demande qu'on ferme les écoles et tout. Et puis je tombe donc sur cette école qui est mise en vente et puis bon, je me lance. Pourquoi est-ce que je me lance? Je me lance simplement parce que je suis un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend les risques. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fonctionne hors des sentiers battus. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va à droite quand tout le monde va à gauche. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui marche sur la base de ses convictions et non pas sur la base de l'opinion publique. Donc, je dis, l'opportunité de la vente de ce complexe vient rencontrer mon besoin et ma décision déjà de m'investir et de créer un groupe scolaire qui va enseigner l'entrepreneuriat dès la base. Donc, comme on le dit souvent, l'opportunité vient toujours rencontrer la préparation. L'opportunité, c'est lorsque le temps rencontre la préparation. J'avais mûri l'idée, c'était dans mon cœur. Je me préparais à me lancer à la recherche d'un endroit où j'allais acheter et bâtir un groupe scolaire. Et à ce moment, on vient me proposer ce groupe. Donc, le temps était donc, en fait, c'était timely. Et l'occasion faisant le larron, le contexte Covid fait en sorte que tout le monde, personne ne sait à quoi ressemblera le lendemain. C'est donc favorable pour une bonne négociation. Parce qu'à ce moment, tout le monde sait que tout le monde va mourir. Donc chacun veut vite prendre pour manger avant de mourir. Donc c'est favorable pour moi. Parce qu'à ce moment, pour négocier, je sais que comme nous allons tous mourir, donc on veut très vite avoir l'argent, c'était favorable. C'est comme ça que le deal donc, a été tissé. Il faut dire que l'école existait déjà depuis 1998. Oui, c'est une école qui existait déjà. Elle portait déjà le même nom? Oui, elle portait le même nom. Oui, ce que j'ai ajouté, c'est simplement changer pour avoir le plus, pour montrer que, et puis entrepreneurial. Parce que ce n'était pas une école à vocation entrepreneuriale. Donc, avec la famille, on a dû fermer l'ancienne école et puis que je puisse réouvrir. Et j'ai décidé simplement de maintenir le nom parce que, pour des questions marketing, je me suis rendu compte en achetant que le quartier portait déjà le nom Petit Génie à cause de l'école. Je me suis dit que ça ne sert à rien de pouvoir changer. Si le quartier porte déjà le nom de l'école, ce n'est qu'une plus-value que de maintenir le nom de l'école. C'est ainsi donc que j'ai maintenu le nom de l'école. Et aujourd'hui, on parle du groupe scolaire bilingue et entrepreneurial, les Petits Génies Plus, que je dois préciser, Marlène, c'est la première école reconnue par l'État camerounais, par le ministère de l'Éducation de base, comme la première école à vocation entrepreneuriale au Cameroun et peut-être dans la sous-région Afrique centrale. À féliciter. Je vous invite à regarder ceci.
Je vais peut-être mettre le volume. Nous a trouvé un groupe d'enseignants. Il a dit qu'il continuait avec nous parce qu'il avait le choix, il avait pleinement le choix de nous mettre dehors parce qu'il avait pris l'école avec tout ce qu'il y avait. Mais c'est un monsieur qui a compris. Il a dit non, je continue avec vous. Je ne peux pas vous envoyer au chômage, mais je viens avec ma dynamique. Ceux qui vont suivre mon chemin vont rester. Dans ses prises de parole, il a toujours dit qu'il ne chasse personne. Le changement a été radical. Donc je dis bien, le changement a été radical. Parce que si on vous présente les photos de cette école avant, c'est deux mondes différents. Deux mondes complètement différents. Il est vrai, il y a encore parmi nous les petits-enfants qui étaient des petits génies d'avant, qu'on retrouve encore actuellement. Et nous notons sur ces enfants un changement total. Donc, s'il faut donner une note, c'est une note de 10 sur 10, puisqu'on ne retrouve plus tout ce qui se faisait avant. Non seulement les bâtiments ont changé, le cadre a totalement changé, la beauté, la propreté, et même le système éducatif a totalement changé. Dans les emplois du temps, tout a changé. Nous sommes totalement différents des autres écoles. Donc, nos anciens parents qui nous rencontrent actuellement, ils nous disent que vraiment Petit Génie a totalement changé. On ne reconnaît plus notre école d'avant. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est vraiment très dur dans le travail. Quand lui-même il se met là, il travaille. Quand on travaille régulièrement ensemble, il peut travailler toute une journée. Il ne mange pas. Nous, on se plaint souvent que est-ce que le type s'y connaît que nous, on n'a pas encore mangé depuis. Quand on commence le travail à 6 heures, parfois c'est 23 heures. Oui! Quand on prépare les fêtes, on est là toute une journée. Les 1 heure nous trouve là. Donc il est très orienté dans le travail. Il travaille franchement. Donc, et c'est comme ça qu'il veut que nous, les gens les plus proches de lui, travaillent comme lui. Il veut vraiment qu'on travaille comme lui. Donc, l'esprit de travail. Bon, c'est quelqu'un qui connaît aussi noter ce qui est bon. C'est-à-dire que quand on lui fournit ce qui est bien, il récompense. Il connaît donner la valeur à ça. Ça veut dire que ce n'est pas le genre que, comme on a dit qu'il aime le travail, là, nous on va seulement travailler. Il connaît ceux qui travaillent et ceux-là sont toujours récompensés. Ici, dans chaque école, les enseignants sont récompensés chaque fin du mois, ceux qui font le bon travail. La première chose qu'il m'a dit lorsqu'on a causé ensemble, il m'a fait une confidence. Il m'a dit que la seule chose qu'il sait faire dans sa vie, c'est de transformer les hommes. Donc, quand il décide de vous transformer, coûte que vaille, il va vous mettre à votre meilleure version. Et c'est ce qu'il veut faire. Pour moi, personnellement, je ne note pas les autres. Si vous arrivez là où il me gronde, vous allez croire que moi, je ne suis pas le directeur d'ici. Et moi, j'ai compris cela parce qu'il veut faire de moi la meilleure personne. Ça, c'est votre directeur de la section francophone. Monsieur Ango Otou Thomas. De la même manière que Monsieur Onana disait de moi d'être quelqu'un de loyal, voilà également Monsieur Ango Otou, c'est quelqu'un également de très loyal. Il nous a fait comprendre lors de notre entretien qu'il y a cette chose que vous avez toujours réclamé chez lui, c'est le désir de le transformer en la meilleure version de lui-même. Ouais. Est-ce que c'est aussi dans cet état d'esprit que vous reprenez
et rebaptiser l'école, enfin de créer une nouvelle version de personnes, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais également cette personne-là qui assume leur potentiel, ou d'abord qui découvrent leur potentiel, puis ils l'assument et maintenant le mettent à disposition des autres. Oui, effectivement, Marlène. Et comme tu l'as dit... Il faut parler de ce que la structure de l'école change, le nom change, la structure de l'école change, forcément également l'état d'esprit. Oui. Donc, je crois que dans mes propos liminaires tout à l'heure, je vous ai fait comprendre que je suis d'abord quelqu'un qui est orienté impact. Quand on dit orienté impact, c'est que je suis quelqu'un qui est orienté bien-être humain. Je suis quelqu'un orienté humain. Quelqu'un m'a posé la question un jour, Monsieur Lindou, quel est l'un de vos plus beaux instants dans la vie? Je lui ai dit que c'est chaque fin du mois. Parce que quand je regarde la masse salariale que je dois donner à mes collaborateurs, ça me remplit de joie. Parce que j'ai l'impression que ma vie a un sens. Il faut préciser que j'ai minimalement de manière directe 60 personnes dans mes structures qui sont payées chaque mois et affiliées à la CNPS. Parce que j'ai plusieurs structures. Peut-être que je n'ai pas eu le temps dans cette émission de présenter mes casquettes. Je suis également dans le génie civil, je suis dans l'imprimerie, je suis dans les déchets recyclables, je suis dans la vente des terrains, je suis également dans la formation entrepreneuriale, je suis dans de l'eau osmosée également et coach et formateur en entrepreneuriat. Donc l'une de mes plus grandes joies, c'est de savoir que tout ce que je fais, ce n'est pas forcément pour moi, non. Mais c'est de savoir que tout ce que je fais profite à l'humain. Donc du coup, quand je suis dans toutes mes structures, en fait, je veux voir mes collaborateurs épanouis. Je veux les voir vraiment sourire. Je veux les voir se réaliser et s'accomplir. Je crois que vous avez vu déjà, ne serait-ce qu'à l'extérieur ici, avec des logements sociaux qui ont été faits pour certains de mes collaborateurs. Donc, lorsque je reprends les petits génies, je leur dis clairement, la première des choses même que j'ai pris quand je viens à Petit Génie, c'est quelle est la grille salariale. Le directeur m'a fait la liste de tout ce qu'ils avaient. J'ai fait une augmentation directe déjà à tout le monde. Et je puis vous dire, nous sommes à la 6e année, il n'y a jamais manqué d'année où il n'y a pas eu amélioration de la masse salariale. Ce n'est pas encore ce que je veux, non, ce n'est pas encore ce que je veux, mais on est dans un processus de restructuration et c'est avec eux ensemble. Nous sommes en train de travailler pour que les uns et les autres, parce que je prends toujours la peine de leur dire, on ne peut pas payer l'enseignant. Moi-même, je leur dis au quotidien, surtout mes collaborateurs du secteur éducatif, je leur dis, ne prenez pas ce que je vous donne comme du salaire, parce qu'on ne peut pas payer un enseignant. Pourquoi vous ne pouvez pas payer un enseignant? L'enseignante vient d'abord le matin à l'école à 6h45, 7h, parce qu'elle doit attendre ses enfants. Quand elle finit également, le soir, elle finit, et il y a encore des petites répétitions, il faut attendre 16h. Et quand elle rentre, à peine elle a mangé, elle doit déjà préparer les leçons du lendemain. Et lorsque je parle d'enseignants, je parle beaucoup plus des instituteurs. Parce qu'au niveau du collège, vous voyez, des professeurs sont spécialisés. Un professeur ne fait que mathématiques. Mais à l'école primaire, à l'école maternelle, la même enseignante fait mathématiques, sciences, biologie. Elle fait tout cela. Et l'institutrice, la maîtresse à l'école primaire, elle est la maman, elle est le docteur, elle est l'avocat, elle est le conseiller. Donc c'est une charge qui pèse. Donc vous voyez en fin de compte que l'enseignante, l'institutrice, travaille presque de 6 heures du matin à minuit. Vous voyez qu'elle n'a pas que 8 heures de temps de travail. Donc il n'y a pas un salaire que vous pouvez donner et dire que vous les payez. Moi, je leur dis, prenez ça simplement comme la motivation. Parce que vous avez choisi un profil de carrière où la seule personne qui peut vous payer, c'est Dieu. Aucun homme ne peut vous payer. Il n'y a que Dieu pour vous payer, pour compenser le niveau de sacrifice. Donc, vous choisissez d'équilibrer, justement, de vacciner dès la racine les enfants à l'entrepreneuriat pour résoudre ce problème de victimisation, on va dire comme ça, de ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas de travail, j'ai des diplômes, je n'ai pas de travail et tout cela. Mais je voudrais aussi saluer un moment exceptionnel avant qu'on revienne véritablement sur les élèves du Petit Génie Plus. On est samedi le 16 mai 2026. Il y a un événement au Cameroun qui s'appelle Rise Up de votre ami Philippe Simon, qu'on a justement même vu ici au sein de l'école. Je pense que c'est la deuxième fois, c'était son deuxième passage cette année. Le 3e passage ici là à Petit Génie. Parce que dès le départ, en 2021, il est venu. On a fait une émission, il a vu à quel stade l'école se trouvait. 2 années après, il est revenu. Et il est encore revenu cette année. C'était la 3e fois. C'était la 3e fois. J'ai beaucoup apprécié le fait que l'un des enfants de l'espace Les Petits Génies Plus puisse l'interviewer. Et
l'enfant était tellement à l'aise. Ouais. Cette même qualité, on va le retrouver sur le plateau en ouverture de cet événement où on va voir les enfants du petit génie s'exprimer avec assurance, avec toute la certitude qu'on ne retrouve pas aujourd'hui chez les enfants. Donc, vous avez réussi déjà à, je veux dire, à vacciner ces enfants-là de cet esprit entrepreneurial. Et ça, nous le saluons. Félicitations. Merci déjà. bien. Merci, Marlène. Alors, aujourd'hui, au sein de Petit Génie Plus, on a le système francophone, on a le système anglophone. C'est déjà deux systèmes pédagogiques assez difficiles. Et vous y rajoutez l'entrepreneuriat. Comment vous réussissez à manager tout cela? Comment on réussit à manager tout cela, Marlène? Il faut avouer, et je voudrais déjà tirer même un coup de chapeau au ministère de l'Éducation de base, qui aujourd'hui a ce qu'on appelle l'approche par compétences, l'APC, qui permet que les enfants ne soient plus simplement dans une pédagogie où on n'acquiert que le savoir savant, mais là où on développe les compétences. Nous appliquons simplement à la lettre, parce qu'il y a un coût pour cela. Oui, le programme prévoit du moment pour le développement personnel, l'entrepreneuriat, les activités vocationnelles et sportives. Cela prévoit cela, sauf que très peu d'établissements le font. Contrairement à Petit Génie, la particularité et la spécificité de Petit Génie Plus, c'est parce que nous offrons, le savoir savant, parce que nous appuyons notre offre éducative sur 3 piliers. 1, le savoir savant. 2, le savoir-faire. 3, le savoir-être. C'est d'où la raison même du nom Petit Génie. Parce que nous croyons que tout enfant est un petit génie. Le problème, c'est que, comme quelqu'un a eu à le dire, si vous demandez à un poisson de grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est idiot. C'est ça avec le problème, avec le système éducatif. Un système éducatif classique qui prend des enfants qui ont des dons, des potentiels, des aptitudes différentes, mais leur donne un même système d'évaluation est compliqué. Certains enfants auront l'impression qu'ils sont idiots. Or, à Petit Génie, nous prenons simplement tous les enfants et nous aidons les enfants à découvrir leur potentiel inné et de pouvoir le développer. Vous avez vu que ici, les enfants sont formés dans l'agro-pastoral, la pisciculture, l'élevage des poulets, la cuisine. Tout le monde est formé à ça. Les gens sont formés également à la coiffure, formés à la robotique, formés à l'intelligence artificielle, formés à la créativité. Et comme activité sportive, les enfants sont formés au taekwondo, au karaté, au volley, au basketball, tout ça. Pour toute discipline, il y a un spécialiste. C'est pour ça que les enfants grandissent avec un... Ils parviennent à se découvrir. Et lorsque vous parlez de la manière dont vous avez vu les enfants qui sont assez particuliers, oui, ça revient sur le 3e pilier qui est le savoir-être. Parce que nous amenons les enfants à comprendre qu'ils sont uniques. Ils sont singuliers, ils sont particuliers. Et on les amène donc à développer les valeurs du savoir-vivre. Parce que la société aujourd'hui est détruite. Pourquoi, Marlène? C'est parce que les gens ont perdu les valeurs. C'est tout. On met une emphase sur la confiance en soi. Parce que malheureusement, en Afrique, nous avons été habitués à croire en Dieu, à prier et à laisser tout pour que Dieu puisse venir changer les choses. Non. Moi, j'ai l'habitude de dire que le meilleur cadeau que vous pouvez donner à un enfant, c'est de l'amener à avoir confiance en lui. Peu importe les manquements qu'il a. C'est pour ça que ici, je vais vous donner pour la petite histoire, il y a 3 ans, le dernier de la classe, au cours moyen 2, était le meilleur entrepreneur de l'école. Et jusqu'à présent, on fait appel à lui, bien qu'il ne soit plus de cette école, on fait appel à lui lorsqu'il y a des activités entrepreneuriales. Sur le plan académique, il était dernier de sa classe, mais sur le plan entrepreneurial, il était le meilleur de toute l'école. Donc, vous voyez que ça amène les enfants à croire en eux, à avoir confiance en eux. On n'a pas ici le système de le premier de l'école. Non. On a le premier en football, premier en basket, premier en mathématiques, premier en sciences, premier en agriculture, premier en entrepreneuriat, premier en football, premier en taekwondo. Donc, chacun se sent premier dans son domaine. Et tout enfant est rempli de confiance. Tout enfant ou tout être humain en Afrique même, qui croit en lui, sans croire en Dieu, sera beaucoup plus performant qu'un homme ici en Afrique qui croit en Dieu sans croire en lui. C'est pour ça qu'ici, nous mettons l'accent sur le fait que les enfants doivent croire en eux. Donc, du coup, ils sont assez équilibrés à chaque fois que vous les voyez. Ils sont différents par rapport à d'autres enfants. Je vous propose de regarder ceci.
l'an 2000 que M. Lindou est arrivé. Je suis ici au Petit Génie depuis 16 ans. Et ça fait déjà 6 ans maintenant que nous sommes avec M. Lindou Erika qui a repris les choses et c'est lui notre nouveau promoteur. Il nous a expliqué sa vision, il nous a expliqué les choses, il nous a fait voir sa manière de fonctionner et nous nous sommes adaptés avec la nouvelle vision qu'il nous a présentée. Et les enfants aussi. Aujourd'hui, avant, ce n'était pas une école entrepreneuriale. Avant, nous étions dans le système éducatif comme partout ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est différent parce que dans ce que nous faisons, il y a un plus. Il y a un plus qui est celui de l'entrepreneuriat. Avec les enfants, maintenant, nous essayons d'utiliser les compétences que les enfants, nous utilisons les compétences que les enfants développent pour pouvoir les guider par rapport aux différentes activités et aux différentes propositions que M. Lindou a apportées au Petit Génie. Le cadre est amélioré, les enfants, le nombre, l'effectif dans les salles de classe aussi est respecté parce que avant, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, l'effectif dans la classe, nous ne sommes pas, comme vous les voyez là, nous sommes à 25 si je ne me trompe pas, 25 oui. Parce que nous avons des enfants à besoins sociaux aussi qui sont avec nous. La plupart sont des enfants autistes que nous accueillons. Nous les amenons à se socialiser avec leurs camarades, à participer aux différentes activités, oui, sans faire de différence. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas réagir comme les autres, mais nous les encourageons à cela. Ils développent des capacités qu'ils n'avaient pas par le passé. Ils arrivent à communiquer avec leurs amis, ils arrivent à s'exprimer et ils arrivent aussi à faire certaines choses qu'ils ne pouvaient pas. Et beaucoup de parents apprécient. Beaucoup de parents, parce que ces enfants sont vraiment épanouis. The particularity here in Petit Génie is that we put into exercise what has been programmed by the Ministry of Basic Education. So we have various activities that our children carry out to help them in those skills. For example, we have the Agro-Pastoral Club where our kids, they rear animals, they rear birds, they rear poultry, and even fish. We do fish farming and also agriculture. Yeah, and we also have dance clubs where children who love dancing, they go and practice to perform their skills there. He's somebody that also wants the best out of everybody. He knows how to educate, he knows how to push you, he has that push force for you to really give your possible best. Yes, for that we are very grateful. Yes, me in particularly, meeting him, meeting somebody like him has really made me to become at least one step ahead of what I already knew. So I'm grateful for that. Yeah. Vous pouvez constater, chers internautes, avec moi que tous ces propos sont véridiques. Voilà. Il y a des preuves. Vous ne saviez pas qu'on avait enregistré toutes ces personnes? Non, du tout. Je suis plutôt surpris et agréablement surpris, bien sûr. Ouais. C'est très important. Alors, côté rentabilité, d'accord? Investir dans l'éducation entrepreneuriale, c'est bien, c'est beau, ça répond au projet déjà du ministère, donc vous n'êtes pas sorti très loin de la ligne, mais vous êtes quand même la première école à remplir toutes ces conditions de manière véritable. Ça veut dire que côté pédagogique, on a des enseignants, côté entrepreneurial, valorisation de soi, il y a des personnes indiquées pour le faire. OK. Avec tout ça, on se dit, l'école, certainement, ça doit faire 1 million par élève pour pouvoir les gérer. Il faut dire que lorsque vous investissez dans l'éducation, surtout des personnes comme moi, ce n'est pas le volet rentabilité qui était la source de motivation ou bien ce qui crée le déclic. Je voulais former une espèce nouvelle des enfants qui vont penser création de richesse, qui vont penser transformation sociale, transformation sociétale. C'est ça qui me pousse. Et je peux être honnête avec vous, c'est quand je rentre dans l'éducation que je me rends compte qu'il y a quand même un potentiel sur le plan financier. C'est quand je suis à l'intérieur. Mais ce n'était pas ça qui me motivait. Ce n'était pas ça l'idée de départ. Oui, ce n'était pas ça l'idée de départ. Et même lorsque j'y suis, quand je dis qu'il y a un potentiel en matière de revenus financiers, c'est à long terme. Parce que regardez une école comme celle-ci.
une école comme celle-ci, nous sommes à une centaine, beaucoup plus d'une centaine de millions investis. Oui, pour avoir cela, les installations vous imaginez avant et après. Oui, vous vous imaginez donc s'il faille que vous récupérez tout ce qui a été fait. Parce que le business école, il faut déjà comprendre que l'entreprise école est classée parmi les entreprises sociales, un peu comme l'hôpital. Donc, oui. C'est pour ça que ça a un statut particulier. L'école, ce n'est pas d'abord pour faire de l'argent. C'est du social. C'est d'abord pour rendre service à la société. Donc, des personnes comme nous, quand on s'engage, ce n'est pas d'abord le gain financier. C'est d'abord parce qu'on veut créer de l'impact. Puisque si vous avez investi 500, 600 millions pour faire un bâtiment comme celui-ci, une enseigne comme celle-ci, et que par an, vous avez 200 élèves qui vous donnent une scolarité de 40 millions, ça vous prendra combien de temps pour que vous puissiez amortir les 600 millions? Donc, ce n'est pas assez intéressant. Si je ne veux regarder qu'au volet pécunier, je préfère prendre cet investissement et mettre dans d'autres activités. Je suis un entrepreneur, j'ai bien d'autres activités qui me rapportent 1000 fois mieux que l'école. Mais c'est qu'à l'école, on met un peu les organes, comme on le dit au quartier, parce que nous voulons apporter quelque chose de plus. Et surtout parce que l'école fait partie de l'un des rares business qui permet que votre âme soit immortelle. Puisque je veux vivre et ne jamais mourir, il fallait que je rentre dans l'éducation. Parce que quand vous avez déjà l'école, tout le monde dira toujours, il y avait un certain monsieur Lindou, petit génie monsieur Lindou. Donc avec ça, vous aurez une âme immortelle. Voilà ce qui m'a poussé dans l'éducation. Ce n'est pas beaucoup plus le volet financier. C'est tellement intéressant. Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous êtes en compagnie de l'émission Génération Impact. Avant de poursuivre avec vous, monsieur Lindou, j'aimerais vous inviter à prendre un temps. Parce qu'on parle d'impact, on parle d'innovation et la rubrique qui suit, c'est Inside Entrepreneuriat. Nous allons, avec l'expert du jour, comprendre les réalités du terrain et notre expert va décrypter avec nous un sujet crucial. Comment comprendre l'écosystème entrepreneurial fiscal au Cameroun pour bâtir une entreprise solide. Nous regardons ça et nous revenons tout de suite. Entreprendre, c'est créer de la richesse. Pourquoi? Parce que dans une société, on identifie un besoin, on décide donc de solutionner à ce besoin. Donc, entreprendre ici, c'est de saisir des opportunités qui se présentent dans la société. Entreprendre, c'est oser, avoir de l'audace, avoir du risque, prendre du risque pour apporter une plus-value à la société. Un entrepreneur est avant tout une personne qui identifie une opportunité, qui mobilise des ressources et crée de la valeur. Ainsi, une jeune femme qui vend des vêtements, par exemple sur les réseaux sociaux, un développeur qui propose ses services. Cependant, donc, madame, il faut donc distinguer l'esprit entrepreneurial et l'entreprise elle-même. L'esprit entrepreneurial peut exister sans structure juridique, mais lorsqu'une activité devient régulière et génère des revenus importants, la formalisation devient nécessaire et importante. Assurer ici la croissance de l'entreprise et sa pérennité. Au Cameroun, beaucoup d'entreprises prospèrent ont commencé dans des garages, dans un domicile ou sur un marché avant de devenir des structures qui sont reconnues. Dans le contexte camerounais, où les entreprises doivent souvent faire face à des contraintes de financement, d'infrastructures ou d'action au marché, certaines qualités sont essentielles. La première, c'est la discipline. Un entrepreneur doit respecter ses engagements, ses délais et gérer rigoureusement ses ressources financières. La deuxième chose, c'est la persévérance. Les obstacles sont nombreux et les difficultés d'accès au crédit, la concurrence, la fluctuation économique. Sans persévérance, il est difficile de tenir sur la durée. Un autre élément fondamental qui est le troisième est l'intégrité, car la confiance constitue une monnaie d'échange fondamentale.
Un entrepreneur reconnu pour sa parole et son honnêteté a plus de facilité des clients, des partenaires et des investisseurs. Il y a cette capacité aussi d'adaptation car le marché évolue rapidement, les habitudes de consommation changent et les technologies progressent et les réglementations aussi évoluent. Donc, l'autre aspect qui est très important, le sens même de l'initiative, parce que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas ce sens-là. Donc, les entrepreneurs attendent constamment l'aide de l'État, les bailleurs ou des partenaires. Donc, ce qui limite souvent les chances de réussite. Et puis, pour finir, il y a, comme parlait, la vision. L'entrepreneur doit être capable de voir au-delà des difficultés immédiates et construire un projet à long terme. D'autres réussissent ou d'autres échouent parce que l'idée répond-elle à un besoin réel. De nombreuses entreprises échouent parce qu'elles proposent un produit que personne ne demande réellement. Et il y a aussi un autre aspect, il y a la qualité de l'exécution. Parce qu'une idée simple, mais bien vécue, peut générer davantage de succès qu'une idée innovante, mal gérée. Et troisième élément est la connaissance du marché. Beaucoup d'entrepreneurs lancent une activité sans avoir étudié leurs clients, leurs concurrents ou leurs zones géographiques. Et il y a la gestion donc financière qui est cet autre aspect. Même une excellente idée peut échouer à cause d'une mauvaise gestion de trésorerie. Une entreprise qui n'est pas formalisée devient une entreprise informelle, c'est-à-dire qui n'est pas non reconnue, qui n'est pas non légale, qui n'est pas légalisée. Donc automatiquement, pour être crédible, il faut formaliser l'entreprise. Et comme nous sommes au Cameroun, l'État ici a simplifié la création d'une entreprise à travers un guichet unique. C'est-à-dire que en 24 heures, ou plus, en 48 heures, on peut déjà créer une entreprise. Les avantages est qu'une entreprise légale peut déjà créer des partenariats avec non seulement les pouvoirs publics, par exemple à travers la soumission des offres d'appel d'offres. C'est-à-dire que lorsqu'un appel d'offres est lancé, une entreprise qui est légale peut soumissionner. Il y a cet aspect qui est important. L'autre aspect qui est aussi important est que l'entreprise peut nouer des partenariats avec des bailleurs de fonds. Parce que si vous fonctionnez dans l'illégalité, je ne pense pas que les bailleurs de fonds peuvent accorder du crédit à votre entreprise. Par exemple, une entreprise qui est reconnue légalement, je vous ai dit, il y a l'accès au crédit. L'accès au crédit, l'accès au financement. Les banques vous font depuis pour vous faire confiance, vous apporter des crédits. Également nouer des partenariats, aussi bien au niveau national qu'à l'international. D'autres aspects qui est concret, c'est de pouvoir soumissionner ici aux appels d'offres qui sont lancés. Alors, Monsieur Lindo, je vous repose aussi la question, bien que l'expert nous ait donné son avis. Comment comprendre aujourd'hui les réalités du terrain, notamment l'écosystème entrepreneurial entre fiscalité et entreprises solides? Oui, disons que je vais avouer que ce n'est pas très évident. J'ai l'habitude de dire que le Cameroun reste une très très grande terre d'opportunités. C'est la raison pour laquelle les personnes comme nous avons fait le choix de ne pas aller nous investir ailleurs. Quand je dis investir ailleurs, ce n'est pas à dire qu'on n'a pas l'intention de s'étendre. Non, non, non. On a bien l'intention de s'étendre, mais on a fait le choix de commencer d'abord par le Cameroun. Pour que quelqu'un entreprenne au Cameroun, ceux que je coach, je leur dis de souvent se référer aux médecins. Parce que d'abord, pour se rassurer que leur cœur peut supporter tous les chocs, parce que c'est comme dans une rivière où se trouvent des crocodiles. Les coups de poing vous recevez et même en dessous de la ceinture, ce n'est pas très évident. Maintenant, comme l'expert a eu à le dire, je pense que nous sommes quand même dans une bonne lancée. Si les pouvoirs publics, tant bien que mal, font ce qu'ils sont en train de faire,
Et je l'ai dit, le secteur éducatif dans lequel on se trouve a un statut particulier. Qui n'est, oui, c'est une entreprise sociale, ça a un statut particulier, mais je suis bien dans d'autres secteurs. Je suis dans l'éducation, je suis dans la construction, je suis dans le génie civil. J'ai d'autres structures également, et par là également, ce n'est pas très facile. Donc, notre prière simplement est que les pouvoirs publics puissent prendre conscience de cela et puis améliorer la fiscalité de sorte que, assouplir pour que cela soit comme des mesures incitatives qui permettent aux entrepreneurs de créer le maximum d'entreprises et aussi que les pouvoirs publics puissent assurer ce qu'on appelle le protectionnisme économique qui fait en sorte que les étrangers n'aient pas des mesures beaucoup plus favorables que les locaux. Tant est-il que nous, en tant que des locaux, nous employons des locaux, il faudrait bien qu'il y ait des mesures qui nous permettent de créer le maximum d'entreprises pour trouver autant d'opportunités de travail et d'emploi pour nos concitoyens. À quel moment vous vous êtes dit, seul dans votre coin, là, je vais lâcher prise? Je vais lâcher, pas lâcher prise, mais lâcher en fait. Parce que la charge était énorme, en termes d'émotion, peut-être à un moment, vous ne vous retrouvez plus. Parce que là, on a l'impression que ça a été tout lisse. À vous écouter, on a l'impression qu'il n'y a pas eu des zones d'ombre, il n'y a pas eu de moments où vous êtes découragé. Qu'en est-il de ces moments-là? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, disons que Marlène, si vous suivez mon discours, je n'ai pas trop l'impression de dire que tout est rose, tout au contraire. Je dis le voyage entrepreneurial est loin d'être un fleuve tranquille. Maintenant, est-ce que j'ai eu des zones d'ombre? J'en ai tous les jours. J'en ai tous les jours. Je suis traîné en justice, même ici au niveau de l'école, je suis en justice parce que la famille qui m'a vendu les espaces s'est retournée par la suite pour dire « Ah non, on va annuler la convention, blablabla. Bla, bla. » Voilà les défis qu'on rencontre. J'ai décidé d'être entrepreneur et psychologiquement, je suis préparé. Okay. À la limite, je m'attends aux défis au quotidien. Parce qu'en fait même, l'essence d'un entrepreneur, c'est les défis au quotidien qu'il doit surmonter. C'est-à-dire, moi-même, je vais vous dire que quand il y a souvent des formes d'accalmie, je suis obligé de secouer l'eau pour qu'il y ait des autres troubles. Oui, parce que là, moi, je ne me sens pas à l'aise quand il y a accalmie en vérité. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments où j'ai décidé des découragements? Non, on peut souvent arriver à des épuisements. Oui. Mais quand vous êtes entrepreneur, vous savez très bien que cela a été intentionnel et vous savez qu'il n'y a pas d'autre alternative. Surtout, lorsque je regarde autour de moi, je vois la multitude des personnes qui dépendent, dont le quotidien dépend de moi. Je me dis, si je baisse aujourd'hui, qu'adviendra-t-il d'eux? Donc, je suis obligé de puiser dans mes tripes internes, mes ressources internes pour pouvoir avancer. Mais quand je me lance en entrepreneuriat, je sais que ce sera difficile. Et je le dis toujours, quand je me lance, je sais que ou ça prend ma vie, ou bien je vais pouvoir dominer. Donc, je m'attends à ces deux résultats. Ce que je suis aujourd'hui, rien ne m'avait prédisposé à l'être. Et si ce n'était le Seigneur, je ne le serais pas. Et quand je me vois aujourd'hui, Marlène, je suis à 24 années de vie maritale. Je me suis marié à mon épouse en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça fait 24 années de vie commune. Et si je te dis qu'en 24 années, je n'ai jamais plus connu une femme dehors, même faire un baiser déplacé à une femme, je ne l'ai jamais fait. Pourtant, ça court des rues, j'ai des offrandes volontaires au quotidien, mais la force divine qui habite en moi m'a toujours préservé de cela. Donc, ce n'est que tout bénéfice que je puisse lui faire totalement confiance et d'affirmer haut et fort que c'est grâce à lui que je parviens à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est fort. Quelle est, selon vous, votre grande faiblesse en tant que gestionnaire? Comment avez-vous appris à vous entourer pour le compenser? Oui, l'une de mes grandes faiblesses, c'est que tout ce qui est paperasse, c'est très compliqué pour moi. Moi, je suis bulldozer, je suis un caterpillar, je suis un homme de terrain. Mais tout ce qui est paperasse, demande des procédures et tout ça, c'est ça mon point faible. Donc, et pour compenser cela, je m'entoure simplement des experts. On ne peut pas tout connaître, mais lorsque vous connaissez votre point fort et vos points de faiblesse, vous essayez de vous entourer des personnes gagnantes qui ont une expertise pointue dans ce domaine. En comptabilité, par exemple, je ne connais rien. Je me suis payé les services d'un comptable externe pour tout ce qui est procédure et tout. J'utilise des experts dans ces différents domaines pour pouvoir avancer parce que je sais que c'est mon aile faible en fait. Ok. Voici ce que vos collaborateurs pensent de vos faiblesses. Ouais. Après, vous me rendez. Beaucoup sont partis
Ils ont trouvé que c'était très rude, c'était pas facile, parce que c'est quelqu'un de très rigoureux dans le travail. Il est uniquement focalisé dans le travail. En dehors du travail, il ne regarde rien d'autre. Donc, dès qu'on lui fournit le bon rendement, vous êtes sa personne. Working with Mr. Lindo, who is my boss, is very interesting. Very interesting and I would say educating. Because one, he has a very strong personality that goes towards perfection in everything he does, and he's somebody that in every detail, everything that he sees, he wants the best out of it. He cannot enter here and see something and he passes by. He will try to correct it. Wow. Wow. Donc, vous êtes souvent très pointilleux. Ouais. Vous êtes tout le temps sur eux. Il faut booster, il faut transformer. Ouais. Il ne faut jamais se laisser se reposer. Ouais. Parce que y a l'un qui nous a dit que, je ne sais pas si ce sont ses propos, que demain ne nous appartient pas, on doit faire le meilleur aujourd'hui. Ouais. Demain est un autre jour. Ouais, ouais. Alors, sur le terrain, de manière théorique du business et de la réalité du terrain, on a parlé des impôts qui étaient super lourds. Ouais. On a parlé aussi du côté administratif. Ouais. Alors, quelle a été pour vous votre plus grande désillusion? Comment l'avez-vous surmontée? La plus grande désillusion, je peux dire que la plus grande désillusion pour moi, jusqu'alors, c'est cette affaire foncière qui est pendante dans les tribunaux jusqu'à présent, depuis 4 ans. Parce que je ne comprends pas comment une famille décide de vous vendre un espace, un bien mobilier, vous vous accordez par devant notaire, vous signez tous les papiers, mais elle réussit quand même, je ne sais de quelle manière, à porter plainte et vouloir désister et se rétracter avec un contrat signé par devant notaire et enregistré, mais vous vous retrouvez encore devant les tribunaux en train de courir tous les jours et répondre à des convocations. Je me dis, mais attendez, comment notre nation peut se développer de la sorte? Un entrepreneur comme moi, qui a pris toutes les dispositions qu'il fallait selon la loi, j'ai versé l'argent à la famille, ils ont reçu et témoigné, mais aujourd'hui, ils viennent se rebiffer. Et pendant 4 ans, on ne fait qu'aller tribunal en tribunal. C'est un peu ma plus grande désillusion. Vous nous avez parlé de ce que je parlais du doute au sein de vos entreprises. Vous avez dit ne pas véritablement vivre le doute parce que vous avez une relation particulière avec Dieu. Et ça, et il en est de même pour toute votre famille. Ouais. Moi, la question, c'est aujourd'hui, comment intégrer Dieu au centre des affaires? Je suis un jeune entrepreneur. Oui. Comment je fais? Bon, ce que je peux dire par rapport à ça, Marlène, il faut savoir que la Bible nous dit que Dieu a fait du ciel son trône et la terre son marchepied qu'il a donné aux hommes. Donc, lorsque vous voulez intégrer Dieu au quotidien de vos affaires, il faut savoir que Dieu, c'est d'abord une relation personnelle. Mais sur la terre, c'est les hommes qui dominent sur la terre. Il faut savoir développer des relations avec les hommes. Il faut savoir que le langage des hommes est différent du langage de Dieu. Toutefois, sans compromettre votre foi, il faut savoir gérer les relations humaines. C'est tout ce que je peux dire, tout en préservant sa foi. C'est vraiment, il faut savoir comment naviguer avec les êtres humains sans compromettre sa foi. Il faut savoir la différence qui existe entre l'extorsion et la corruption. Beaucoup de chrétiens souvent sont souvent victimes d'extorsion et ils croient que c'est de la corruption, pourtant ils sont dans l'extorsion. Merci pour cette masterclass, parce que ça n'a pas de sens de réussir seul.
Génération Impact est allée à la rencontre d'un orthophoniste, un docteur, qui a ouvert un centre du côté d'Etoile-Meki, un quartier que vous connaissez très bien. Etoile-Meki ou Etourébé? Etoile-Meki. Etoile-Meki, waouh! Ouais, j'y suis. Là-bas, il reçoit des enfants. Oui. Parfois autistes. Je sais aussi qu'au sein de Petit Génie, j'ai vu quelques enfants. Tout à fait. Et j'ai beaucoup aussi apprécié leur réaction. Ouais. Petit Génie fait dans l'éducation inclusive. Donc, chez lui, vous retrouvez des personnes qui ont des soucis de langage. Ouais. Vous retrouvez des enfants autistes. Ouais. Et nous vous invitons, chers internautes, à regarder avec nous ce magnifique reportage que nous avons fait sur lui. C'est un portrait poignant d'un jeune Camerounais courageux et qui, au-delà des défis, serait aussi bien qu'on puisse le porter et le soutenir. Alors, avec vous, chers internautes, nous vous invitons à regarder ceci. Bonjour, bienvenue au Centre Amour du Langage. Merci de nous rendre cette visite chaleureuse. Espérons que vous allez apprécier. Cet espace-ci, c'est un espace jeu. Il y avait des tapis au sol qu'ils ont déjà déchirés. Ici, c'est la grande salle où on apprête leur repas de midi. Et un orthophoniste, c'est un professionnel de la santé paramédicale qui traite des troubles du langage et de l'enfance à la période adulte. Il m'est venu l'idée, après mon expérience en tant qu'orthophoniste, de mettre sur pied une structure qui pourrait faciliter l'inclusion des enfants autistes et des enfants qui ont d'autres comorbidités. Par exemple, je vais parler du domaine du comportement d'élève. Donc, un enfant qui a un comportement d'élève, c'est un enfant qui sait où est sa classe, qui sait où est sa place dans la classe, qui sait comment demander une permission, qui sait regarder au tableau, qui sait regarder la tâche qu'on a posée devant lui qu'il peut effectuer. On a des postes de travail individuels ici. Des fois, vous pouvez travailler avec un enfant en salle et vous remarquez qu'il est un peu dérangé par l'entourage et on a besoin de faire un travail d'attention et de concentration. Donc, on le met dans un box et on met sa tâche devant lui. Ça permet qu'il soit plus concentré. On a cette forme de table qui fait que l'éducatrice a la même distance avec les enfants qui sont assis. Donc, l'enfant qui ne sait pas comment jouer seul d'abord et comment jouer avec les autres, il est difficile pour lui de s'intégrer dans un environnement inclusif rapidement. Voilà un peu ce que nous faisons. C'est décliné en plusieurs compartiments, comme je vous ai dit. Il y a le côté suivi psychomotricité, le côté suivi psychologie, le côté suivi orthophonique et le côté suivi éducation spécialisée. Quant aux dispositions pratiques, déjà, vous voyez l'espace, on s'est dit les enfants ont besoin d'espace pour se mouvoir. Donc, autour de moi, là, c'est leur espace de jeu, avec le basket pour travailler la verticalité. On a le football derrière pour travailler sur le terrain horizontal et tout. On a un espace piscine. Nous avons des petites salles de classe avec des effectifs maximum de 6 par salle pour permettre aux éducateurs d'avoir du temps à consacrer à chaque enfant. On regarde tout, on se dit, il était à tel niveau, il n'a pas peut-être réussi à faire ceci, et on essaie de trouver les raisons et on met sur pied un programme amélioré par rapport à ce qu'on a fait au départ. Donc du coup, on se donne 3 ans maximum avec des enfants et on se dit après 3 ans, avec toute cette équipe qui entoure l'enfant, on aura fait le maximum et forcément, l'enfant va progresser. On a par exemple là posé sur la table un travail d'intégration sensorielle. C'est un plateau avec du sable et des perles qui sont enfouies. Pour les enfants qui ont des difficultés au toucher et tout, ça leur permet d'explorer certaines surfaces en triant les perles et en mettant de côté. Ici, nous sommes au cabinet d'orthophonie. Les enfants sont là en séance. Ça, c'est des patients externes.
On a l'espace balançoire. Des fois, on vient trouver que les parents sont assis là en train de balancer avec les enfants. Nous suivons le parcours nous suivons le même parcours que l'école ordinaire en ce qui concerne décembre, par exemple, ils ont droit à l'arbre de Noël, à la présence des parents. Ils ont des ballets, des sketchs, des présentations de leur séance de travail en classe. Vous voyez, à la fin de l'année, ce sera pareil. Et les meilleurs sont primés. Donc, on les met vraiment dans les conditions de l'école ordinaire. C'est vraiment la préparation. Nous sommes en location. Si on avait un espace, le bon Dieu permettait qu'on nous construise un espace, ce serait encore mieux parce que les charges sont vraiment énormes. J'ai sur mes épaules toutes frêles dû porter ce projet par mes économies personnelles, mais je me suis dit, dans la vie, on a des buts à atteindre et le but à atteindre est beaucoup plus important que tout ce qui est autour. C'est ma fierté. Des fois, quand je suis dans un supermarché et que je croise une maman et son fils, le fils, il parle très bien, la maman est contente. Cette barrière-là, c'est pour la piscine. Donc ça, c'est l'espace où on installe les piscines. Vous pouvez voir que là, il y a les zones qui sont marquées. Et là, nous avons des petites voitures. Il y en a plusieurs. Et puis, il y a les petits ballons pour ceux qui veulent s'amuser. Là, un escalier pour la motricité. Ils peuvent monter et descendre. Et là, il y a une autre balançoire accrochée, des petites maisonnées, toboggans, une petite maison aussi, toujours pour travailler la motricité. Ils entrent par tous les trous, ils ressortent, et d'autres petits vélos qui sont là. Un espace de football, ça ce sont les goals qu'on dispose. Vous voyez comment le terrain est tracé de telle sorte que quand ils sont là, ils ont la représentation du terrain de foot. Si vous étiez arrivé un peu plus tôt, vous m'auriez vu avec un parent là tout à l'heure. La dame m'a dit, ça fait 2 ans que l'enfant est à l'école, il ne sait rien faire. Et moi, j'ai testé l'enfant, j'ai mis des puzzles, des encastrements très simples, des appariements d'images très simples. L'enfant ne sait pas comment on réalise des choses. Pourtant, il a des qualités, il peut savoir qu'on attend quelque chose de lui. Il peut prendre une pièce et la poser quelque part. Ça signifie que s'il est accompagné de manière progressive, il va évoluer. C'est un peu ce que nous faisons. Par exemple, vous allez voir des enfants qui ne savent pas tenir, qui ne savent pas tracer, mais on va commencer à tenir la main et lâcher progressivement jusqu'à ce que lui-même il sente qu'il est. Donc, ces enfants ont besoin d'une progression millimétrée. Il y a des choses ainsi dans la vie qui donnent vraiment du plaisir, qui nous disent qu'on a joué un rôle important dans la société. Merci pour ce beau moment, docteur. Alors, comme il l'a dit, ils ont aussi besoin de soutien. Ouais. Certainement, vous y ferez un tour, vu que c'est un quartier que vous affectionnez absolument, bien. Étant donné que l'occasion faisant le larron, voilà qu'on en parle, et il est toi, mais qui je dois absolument faire un tour par là. Alors, il faut dire encore aussi que je reviens encore sur le fait de la solidarité entre entrepreneurs. Oui. Est-ce que nous le vivons réellement dans l'écosystème actuel? Solidarité, je vais dire que ça dépend des individus. Lorsqu'on parle de l'écosystème entrepreneurial au Cameroun, on verra, je ne vais pas dire que c'est le grand amour, mais il y a quand même des entrepreneurs qui interagissent entre eux. Ouais. Les noms connus et les noms qui ne sont pas très connus. Si je ne veux regarder qu'autour de moi, on verra, tout à l'heure tu parlais de Rise Africa, oui. Où nous avons donné un coup de main à Philippe Simo, avec qui on échange, où on voit le PDG de PAFIC, PDG de DOF, avec qui on est toujours dans des conférences et tout. On a vu Chokos, on voit les mêmes Lise, Tama, tout ça. Oui, Tamé, autant pour moi. Donc, quand même si ce n'est pas encore ça, il y a quand même de plus en plus, on est en train de venir à la conclusion suivant laquelle il faudrait bien qu'on se donne les mains ensemble. Ça ne sera pas, comme je dis, le grand amour et jamais cela ne va faire l'unité, mais au moins, on a des relations, on collabore, on se respecte, on se côtoie, bien que chacun soit dans son côté en train de faire ce à quoi il est appelé.
Il faut dire aussi que lorsqu'on est entrepreneur, on n'a pas souvent beaucoup de temps. Hein? Oui, il y a ça également. Il faut prendre en considération ce facteur très pertinent. Alors, nous passons à une autre partie de cette émission. Oui. On est dans l'apogée, mais dans cet espace, j'ai une petite surprise pour vous. OK. Vous verrez des enveloppes. À l'intérieur de ces enveloppes, il y a quelque chose. Ouais. Vous nous direz ce que c'est, vous Ouais. montrerez face caméra Ouais. et vous nous direz le souvenir ou bien l'histoire derrière. Ouais. God. Je peux? Allez-y. OK. Number one. Wow. Là, c'est le séminaire business organisé en... c'est quelle année là? Oh, ça m'échappe un tout petit peu. Ah. Mais avec Walter, qui était l'un de nos facilitateurs. C'était un 29 avril où on renforçait les capacités des entrepreneurs. On parlait des techniques de vente. Ouais. Là, waouh. C'est l'arrivée de notre dernière fille. J'en ai 4, il faut préciser. 4 filles. Ça, c'est la dernière qui porte mon nom. Lindou Afanini Erika Lagrande. Là, oui, ça c'est les GEC 2019. Ouais. Ça c'est l'événement avant la crise Covid. Ouais. GEC 2019. Ici, what is it? Wow! L'école de création de richesse. Ça c'est dans les années 2016. Avec mon fils Nana Didim, qui est l'actuel coordonnateur de l'école de création de richesse et une de nos formatrices avec qui nous collaborons. Okay. Là, wow, Roland Kwemen, ça c'est l'un de mes grands coachs et mentors. Roland Kwemen, il me souvient ici, c'est à Boya, à l'université catholique. Il m'avait fait intervenir comme facilitateur. J'intervenais là lors d'une rencontre. Roland Kwemen, c'est quelqu'un très proche de ma famille, très proche, et pour qui nous avons beaucoup d'estime. Là, c'est... Waouh, là Erika Lindou était invitée à la chapelle de la gloire, dont le pasteur, c'est Madame Crescence Baboké. C'était lors d'une conférence où on voulait que j'intervienne comme entrepreneur et j'intervenais sur la thématique de l'entrepreneuriat. De beaux souvenirs. Ouais. Oui, waouh. Là, c'est en 2017, j'intervenais dans ce séminaire 2017 où j'aidais les participants à se libérer des dettes. Parce que je sais très bien, je suis conscient qu'au Cameroun, les gens vivent en deçà de leurs revenus. Donc, permanemment, il est facile de trouver qu'on a 9 Camerounais sur 10 endettés. Il fallait donc que, durant ce séminaire, je leur donne les outils pour se libérer des dettes. Là, oui, à l'école de création des richesses, je présentais l'award qui m'avait été remis par le ministre de l'Éducation civique et de la jeunesse. Jeunesse et éducation civique. Il m'avait remis, on est dans les années 2018, okay. Il m'avait remis un trophée d'un entrepreneur qui impacte la jeunesse. Ouais. Et la dernière enveloppe, et non les moindres, wow, 2002, là où je convolais en juste noces avec celle qui est mon épouse, Viviane Lindou, à qui je tiens un très grand chapeau. Nous étions ici à l'église apostolique lors de la cérémonie de bénédiction nuptiale. Nous sommes là le 28 décembre 2002. Ça fait aujourd'hui 24 ans. Merci. Ça vous a plu ce moment de... Ouais, très intéressant. Surtout que je ne savais pas à quoi ressemblaient les différentes photos. Donc il fallait qu'à chaque fois le souvenir puisse revenir en mémoire. Merci bien, merci. Alors aujourd'hui, vous avez certainement tous ces souvenirs. Ouais. Mais depuis pratiquement 4 ans, 6 ans déjà, oui. Vous avez aussi des souvenirs avec des enfants. Ouais. Il y a énormément d'enfants qui passent. Ouais. On a pu rencontrer un. Ouais.
en classe de CM2 de classique, section anglophone, qui a très bien fait le jeu. De lorsque vous entrez en classe et que vous les interrogez souvent de manière très soudaine sur le quotidien, sur l'entrepreneuriat, sur la question civique. C'était assez rigolo quand même de le voir vous imiter. Et le truc qu'on a trouvé assez passionnant aussi, c'est l'encouragement. Parce que quand on a dit qu'il peut imiter le fondateur, il a dit moi, mais après il a dit donnez-moi un peu des sous. Il faut que quelqu'un me donne des sous pour que je mette à ma poche. Pourquoi? On sait que quand le fondateur passe, il y a un farotage qui est sûr. Ouais, disons que j'ai toujours cette bonne habitude de les encourager. Comme on forme les entrepreneurs, il faut toujours les amener à comprendre qu'en entrepreneuriat, comme on le dit souvent, l'argent, en fait, on attire l'argent, on reçoit l'argent parce qu'on a offert un service ou alors on a proposé un produit. Donc l'argent ne vient pas pour rien. L'argent généralement vient après. L'argent est un moyen de change en fait. Donc ils savent très bien que quand je suis là, je pose des questions pour un champion. Ceux qui se distinguent vont toujours recevoir quelque chose. C'est un peu ce que je fais avec eux. Ce que j'ai aimé aussi avec lui, c'était à un moment, lorsqu'un camarade lui donnait une réponse qu'il n'arrivait pas à le satisfaire véritablement, il disait non. Il était vraiment dans ce jeu de rôle, en fait. Il était vraiment dans ce jeu et il s'est donné. Aussi, voici ce que vos enfants pensent de vous. Mes enfants? Oui. On n'aura pas le son. Petit Génie bring me because it's a school of entrepreneur. So it teach me many things, journalism. As we say, there are many clubs in our school who teach us many things, how to be an entrepreneur. And it teaches me many things, how to develop things, how to rate things. The name of our founder is Monsieur Lindou Erika, and it is a good entrepreneur. He teaches us moral education down. Who make that they should progress, who make us to know many things. I want to do statistics because I want also to be an architect, to develop the world, to make the world to be beautiful. Vous avez vraiment fouillé, hein, jusqu'à interroger les enfants. My name is Gonal Petra Ange Victor. Wow. In Petit Génie, they are teaching more work than taking time to explain very well to children so that they should perform well. What marked me is that how they're teaching children here, how they're taking their time so that the children should perform very well in exams. What I think about him is that he is a very good teacher, good parent. Every Monday he's teaching us moral education, good behaviors, and he asks us to stay far away from bad behaviors. Oui, si certainement vous le savez, mais c'est l'un de vos élèves qui est scolarisé pour la première année à Yaoundé. Il vient de Bafoussam. Il salue, il insiste dessus lors de cette présentation à dire que ici, au sein de Petit Génie Plus, les enseignants prennent plus de temps avec les enfants et c'est ce qu'il aime le plus. Et aussi, j'ai apprécié le moment où il vous souhaite longue vie et longue vie également à l'école. C'était également le cas de sa camarade qui m'a dit qu'elle tenait le club Média. Média. Ah, Victoria, ouais. C'est notre journaliste, Victoria, ouais. Alors, lorsque vous les voyez comme ça, s'exprimer avec autant d'assurance, vous vous dites, Paris réussi ou bien on peut encore faire des choses? Oui, un peu Paris réussi, mais il reste quand même un petit goût amer parce que je n'ai pas encore le collège ni le supérieur. Donc, je leur ai dit, vous savez, à chaque année, lorsqu'on clôture l'année lors des cérémonies finales ici, de clôture, je veux dire les cérémonies de clôture, vous voyez, il n'y a pas une année où vous ne voyez pas les enfants du coup moyen de classique en train de pleurer. Et les parents de me disent, Monsieur Lindou, où est-ce qu'on envoie
Où est-ce qu'on envoie nos enfants? Vous-même, dites-nous, avec tout ce qu'ils ont eu maintenant, on les envoie où? Sauf que je m'étais donné le pari de 7 ans pour travailler sur ce prototype. Et dès la 8e année, on aura le collège. On est d'ailleurs déjà en train de travailler dessus. Donc, je ne peux pas dire pari gagné. Pari gagné pour moi, ce serait qu'on aura le secondaire et le tertiaire. Et surtout, lorsqu'on va voir dans les 10-15 années à venir, les enfants purs produits de petits génies plus s'intégrer totalement dans la société et qu'on voit l'impact qu'ils seront en train de créer. À ce moment, je serai peut-être dans mes 90 ans et je dirai à ce moment, pari gagné, mission accomplie. Maintenant, mon âme peut aller se reposer en paix. S'il fallait vous souhaiter quelque chose aujourd'hui, ce serait quoi? S'il faut me souhaiter quelque chose, c'est que le Seigneur puisse me accorder la santé, même pas les moyens. Pas d'abord les moyens, la santé. Parce qu'avec la santé, j'ai la capacité de créer les richesses pour accomplir tous les desseins et buts, objectifs, plans qu'il a déposés dans mon cœur et qu'il a envoyés et déposés en moi avant la fondation de ce monde. La seule chose dont j'ai besoin en termes de souhait, c'est qu'il m'accorde la santé. Alors, je suis un jeune. J'ai, disons, allons sur un capital assez élevé. Ouais. Je veux dire 500 000 francs. Ouais. Ou 1 million de francs. Comment est-ce que je le manage pour pouvoir atteindre aujourd'hui, je ne vais pas dire la fortune qui est la vôtre, mais pour pouvoir faire grandir ce capital? Comment je le manage? Vous, en tant que jeune entrepreneur, vous êtes passé par là, on a eu l'état des différents salaires, au point où vous avez employé 6 personnes, aujourd'hui c'est pratiquement 60 personnes, vous avez dit. Comment est-ce que je fais? La première des choses, Marlène, ce serait de savoir comment ce jeune a fait pour avoir ces 500 000, ce 1 million, ce 2 millions. C'est la première des choses. Parce que la difficulté qu'on a avec des jeunes, c'est le fait de penser que faire les affaires, c'est avoir un capital. Ouais. Non. Non, 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 c'est archi faux. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir ces 500 000? Parce que j'ai l'habitude de dire qu'il est important d'être riche avant d'avoir de l'argent entre les mains. Parce que si vous n'êtes pas riche de l'intérieur et vous avez l'argent entre les mains, ce n'est qu'une question de temps. Cet argent va partir. A contrario, si vous êtes riche de l'intérieur et vous n'avez pas d'argent entre les mains, ce n'est qu'une question de temps, vous aurez l'argent entre les mains. Si ces 500 000 ont été donnés par quelqu'un, ce n'est pas le bon moyen et ce n'est pas le moment de pouvoir vous lancer dans une activité génératrice de revenus. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de vouloir fructifier cela. Parce qu'en entrepreneuriat, il y a le principe de grimper l'escalier en commençant par la première marche. Si vous ne connaissez pas les mécanismes qui permettent d'avoir les 500 000 là, et cela vous tombe entre les mains, ça va partir. Ce n'est qu'une question de temps. Ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Même si c'est 5 millions, ça va partir. Si vous ne connaissez pas comment est-ce qu'on fait pour quitter de 25 francs à 100 francs, de 100 francs à 200, de 200 à 1000 francs, de 1000 francs à 5000, de 5000 à... Si vous ne connaissez pas ce mécanisme et que vous avez l'argent entre les mains, ça va partir. C'est pour ça qu'il est donc très important. Si même il arrive par un concours de circonstances, cet argent vous soit donné, gardez-le d'abord et allez vous faire former. Allez vous faire former d'abord en entrepreneuriat. Il y a la formation formelle et la formation informelle. Formelle, ça veut dire suivre une formation dans un centre. Oui. Informelle, ça veut dire que vous vous rapprochez d'un mentor. Parce que dans le monde des affaires, on vous initie. On ne vous forme pas seulement, on vous initie. Si vous n'êtes pas initié dans le monde des affaires et vous avez l'argent entre les mains, vous allez gaspiller cela. Je vous ai donné mon parcours tout à l'heure. Je vous ai dit comment je suis allé servir comme bénévole au sein d'une librairie. Mais permettez-moi de vous dire que c'était mes phases, c'était mes premiers moments d'initiation. Le fait de monter, aller acheter, revenir donner au maître, voir comment le patron, il calcule les marges de bénéfices. J'ai acheté à combien au prix de gros, on revend au détail à combien, on paye le courant, on paye. C'était une phase d'initiation. Quand vous n'êtes pas passé par là et vous tombez simplement avec de l'argent en main, vous allez facilement le gaspiller. Donc pour un jeune, je l'ai dit pour me résumer, comment il a d'abord fait pour avoir ces 500 000? Est-ce que ces 500 000 sont issus d'une épargne? Il a travaillé quelque part et il épargnait 20 000. Ça a fait 500 000. Là, c'est bon. Ça veut dire que même quand il va falloir investir, il va le faire de manière intelligente. Parce qu'il sait que ces 500 000 sont issus de l'épargne de 20 000. Mais si c'est un tonton qui lui a dit, prends, ça va te débrouiller, il ne connaît pas la valeur de ces 500 000. Il ne connaît pas la valeur de ce million. Et même s'il gaspille cela, il ne va pas sentir la peine ni la douleur. Mais quand c'est issu d'une recherche,
d'une épargne, d'un travail, d'un commerce que vous avez fait pour avoir cela avant de pouvoir vous engager. Vous allez réunir toute l'énergie, toute la concentration pour que cet argent ne puisse pas partir. Donc, recommander aux jeunes d'abord de trouver et d'intégrer la notion de mentorat. C'est très important, mentorat. N'évoluez jamais, ne commencez jamais dans une activité génératrice de revenus sans avoir un mentor. Non. Et comment le mentor? Le mentor, vous identifiez votre mentor. Le mentor est quelqu'un dont le présent ressemble à votre... Le présent est l'image de votre futur désiré. C'est ça le mentor. Le mentor, c'est quelqu'un dont le présent représente l'image de votre futur désiré. Vous voulez faire vous voulez être comme lui. Vous aspirez à être comme lui. Allez vous mettre sous lui. Servez-le, même si c'est de manière bénévole. Il va vous coacher, il va vous mouler. Et à la fin, au sortir de cela, vous serez un homme initié dans le monde des affaires. Vous pourriez ainsi investir ce que vous avez et avoir un retour sur investissement. S'il fallait vous adresser à l'entrepreneur Erika Lindou, il y a quelques années en arrière, qu'est-ce que vous lui direz? S'il fallait m'adresser, oui, je lui dirais, Erika Lindou, prends courage, la mission qui t'attend est lourde et sûrement difficile et éprouvante. Prends courage, fonce, en dépit de toutes les difficultés et obstacles que tu vas rencontrer, n'abandonne et n'abdique jamais, parce que plusieurs vont regarder à toi et tu seras une source d'inspiration. Si tu réussis, beaucoup parviendront à réussir parce qu'ils ont le regard sur toi. Ça, c'est très beau, ça. Ah, sacrée émission. Hein? On a fait du chemin. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de leçons. Ouais. Et je suis sûre qu'il y a encore un internaute qui est là à regarder. Il n'a pas scrollé. Et il se dit, qu'est-ce qu'il peut me donner en dernier recours? J'ai ma petite activité. Aujourd'hui, ça se voit sur les réseaux et tout. J'ai ma petite activité et je voudrais qu'elle puisse grandir avec la force et le courage qu'incarne M. Lindou. Face à votre caméra, un mot pour cet entrepreneur, pour cette jeunesse? Pour cette jeunesse, je dirais simplement, croyez en vous et n'attendez rien de personne. N'attendez rien de personne. Croyez en vous, croyez en votre potentiel. Ce que tu as initié, crois en cela. Mets toute ton énergie, cela ira. L'échec ne devient échec dans une vie que lorsqu'on décide d'abandonner. Tu vas échouer, tu échoueras, ça sera difficile. N'abandonne pas. Lorsque tu tombes, relève-toi et continue. Parce qu'à chaque fois que tu vois quelqu'un réussir, il a eu à échouer plusieurs fois. L'échec ne devient échec que lorsque tu décideras d'abandonner. Tant que tu n'as pas encore abandonné, it's still possible. That's the message I can give you. Merci, merci beaucoup. Merci à vous, chers internautes, qui nous avez regardés. On ne va pas partir comme ça, on ne va pas se séparer comme ça. On a un cadeau pour vous. Wow! Les enfants de la maternelle. Ouais. De la grande section. De la grande section. Vu qu'ils vont passer, l'année prochaine, ils seront en classe 1. Ouais. Ou en CIL. Ils ont un message pour vous. Wanda, c'est vous qui venez me donner le message de mes enfants. C'est un merci, ils sont en train d'écrire merci. Thank you, Mr. Lindou, for this beautiful school that you have permitted that they should learn. And it is a very beautiful school. Mr. Lindou, Erika, thank you for this beautiful school that you are. This beautiful school that many children are here to be good entrepreneurs of tomorrow. Thank you for all you are doing for us, and that God should be that God should be a protector forever. Thank you. I wish you long life. Thank you. Wow! 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 Merci, Monsieur Lindou. Bisous, bisous les enfants. I love you. Love you, love you. Merci, vraiment, merci. Vous avez vraiment fait du tout ici à Petit Génie. Hein? Je n'étais même pas au courant du tout. Vos collègues aussi vous souhaitent bien des choses. Waouh, les collègues également, merci. Monsieur Lindou Erika, je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous dans cette école.
Et vraiment, nous vous encourageons à continuer de la sorte parce que vous nous gardez bien, vous prenez soin de nous et vous faites vraiment attention à nos besoins. Raison pour laquelle, vraiment, je vous dis sincèrement merci pour tout cela. Merci. Vous avez fait de moi un homme transformé. Je ne sais pas ce que je peux vous donner en retour de tout ce que vous avez déjà eu à faire pour moi. Ce n'est qu'un merci. Merci. Thank you for everything that you have been doing to us here in Petit Génie and to me in particular in my personal life. You have been one of the backbone. You did not know me anywhere. I just came as a worker to you, but in fact, you are more than a brother to me because socially you are there for me. Professionally, you are there for me. There are so many things that you have taught me. There are so many help that you have given me that I will never forget and I will never regret meeting somebody like you today. Merci. Pasteur, je voudrais te dire, déjà tu es en train de former nos enfants au niveau de l'entrepreneuriat. Les gens ne savent pas que c'est mieux de commencer à entreprendre dès le bas âge. Mon souhait, c'est de te voir au niveau supérieur. Je serai très fier de toi. Mais je suis déjà très fier de toi. Surtout, de ta loyauté. Tu es très loyal. Et ce n'est pas le prophète Raoul Wafo qui va me démentir. Merci. 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 Merci bien, merci. Merci. Et nous, à Media City Plus, par le biais de notre président général, nous vous offrons ceci. This is wonderful. Thank you very, very much. Merci. Merci Marlène. Ne manque pas vraiment de lui transmettre mes remerciements. Wow, quel précieux cadeau. Vous pouvez l'ouvrir. Aïe, aïe, aïe. Wow, diplôme de reconnaissance. This is wonderful. Ça va directement dans mon bureau. Directement dans mon bureau. Merci et merci encore. Monsieur Eric Alindou, merci. Merci Marlène. Transmettez-lui mes remerciements les plus sincères, les plus profonds. Merci à vous qui nous avez regardés. Nous espérons vous avoir inspiré. Alors retenez une chose, votre foi, votre confiance en vous fera la personne exceptionnelle que vous êtes appelé à être. Ne l'oubliez pas. C'était Génération Impact. Si ce moment avec Monsieur Eric Alindou a bousculé vos certitudes, ne gardez pas la lumière pour vous. Eh bien, partagez l'émission. Aimez, likez, partagez cette émission, réveillez un autre leader, oui, parce que désormais, on se soigne grâce au partage. N'oubliez jamais, la plus grande satisfaction d'une vie, c'est de se bâtir soi-même à la sueur de son front, sous la grâce divine. Alors, gardez la foi, passez à l'action et impactez le monde autour de vous. À bientôt.